Es-tu un nageur aguerri suffisamment courageux pour piquer un plongeon dans n'importe quel océan ou n'importe quelle mer? Mauvaise nouvelle, il y a des endroits que tu ferais mieux d'éviter, même si tu sais parfaitement nager ou plonger. Certains de ces endroits présentent des récifs sous-marins dangereux, des marées et des courants puissants. D'autres sont célèbres pour les légendes concernant leurs monstres et leurs créatures mystérieuses qu'ils abritent. Alors plongeons dans ce panorama des horreurs aquatiques. As-tu déjà entendu le terme « stride » ? C'est une variante du mot « stride » qui est employé dans le Yorkshire et qui fait référence à une section étroite de la rivière Wharfe, qui est si petite que tu pourrais probablement l'enjamber. Mais ne te laisse pas duper par sa taille, c'est l'un des endroits les plus dangereux des environs et le simple fait de faire un pas dans l'eau peut avoir des conséquences désastreuses. La Wharfe a un courant puissant et comme le stride est si étroit, il est d'autant plus fort dans cette zone. Le débit intense de l'eau a érodé le calcaire alentour, ce qui a créé des espaces creux beaucoup plus profonds que le reste du lit de la rivière. Et voici le secret, le courant a également affaibli les berges du stride par en dessous. Ainsi, le sol sur lequel tu te tiens, à contempler cet écoulement rapide, n'est probablement qu'un fragile rebord suspendu au-dessus d'eau traîtresse. Il n'existe aucune trace de quelqu'un qui se soit retrouvé dans les eaux du stride et qui ait réussi à en réchapper. Et le pire, tu ne te douterais jamais que ce ruisseau, à l'apparence innocente, puisse représenter un tel danger. On te conseille donc de t'en tenir à un plan d'eau plus sûr pour tes escapades aquatiques. Si tu cherches à t'évader le temps d'un week-end en Californie, Horseshoe Lake est l'endroit qu'il te faut. Il a tout pour lui. Des plages de sable, des sentiers de randonnée et des aires de pique-nique. Mais attends, il y a autre chose au-delà des apparences. Ce lac possède une face sombre, à savoir environ 40 hectares d'arbres morts qui l'entourent. Et il n'y a pas que les arbres qui aient été victimes de ce lac. Les tremblements de terre qui ont eu lieu entre 1989 et 1990 ont libéré du dioxyde de carbone prisonnier du magma en fusion. Ce gaz s'est infiltré dans l'air, entravant toute forme de vie autour du lac. Aujourd'hui encore, Horseshoe Lake est tout aussi dangereux qu'il y a 30 ans. Ce qui le rend si effrayant, c'est que les niveaux de ce gaz toxique changent de façon imprévisible. Les panneaux d'avertissement qui sont jonchés partout pourraient certainement donner une touche d'épouvante à cette amusante randonnée sylvestre. À Kauai, dans l'archipel d'Hawaï, se trouve un groupe de chutes d'eau époustouflantes, qui était autrefois une destination populaire chez les touristes. Les chutes de Kipu, comme on les appelle, étaient autrefois un lieu privilégié pour la baignade et la plongée. Pour y accéder, il fallait effectuer une longue marche le long d'un chemin de terre, pour accéder enfin à une vue imprenable donnant sur une chute d'eau de 6 mètres de haut et qui se déversait dans un bassin d'eau cristalline en contrebas. Mais depuis 2011, cette zone est interdite au public. Pourquoi ? Eh bien, beaucoup d'accidents se sont produits aux chutes de Kipu. Bien entendu, sauter du haut de la cascade en serait la cause la plus évidente. Mais il existe des cas beaucoup plus mystérieux. Des témoins racontent que des nageurs profitaient paisiblement de l'eau en bas des chutes, avant d'être soudainement aspirés sous la surface. Aucune explication précise n'a jamais été trouvée à ces accidents. Les locaux pensent que c'est l'esprit aquatique Mo'o qui serait à blâmer, car il n'apprécie guère d'être troublé par des touristes bruyants. Il existe aussi une théorie au sujet d'un puissant tourbillon venant du fond du bassin. Quoi qu'il en soit, les guides touristiques ne mentionnent plus les chutes de Kipu, et les intrusions y sont sévèrement réprimandées. Le trou de Samaesan, situé dans le golfe de Thaïlande, semble être l'endroit idéal pour les plongeurs en quête de sensations fortes, mais c'est aussi le plus dangereux. Avec un abîme de 85 mètres, c'est le site de plongée le plus profond de la région. Mais sa profondeur n'est pas la seule raison pour laquelle il est considéré comme un lieu à éviter. Il s'agit d'un carrefour de navigation important pour les pétroliers géants, et les puissants courants autour du trou rendent la plongée encore plus traîtresse. Et comme si cela ne suffisait pas, le trou de Samaesan abrite également des barracudas féroces, qui pourraient facilement s'en prendre à des plongeurs sans méfiance. L'eau y est si trouble que la visibilité est quasi nulle, ce qui rend difficile de repérer ces créatures marines agressives. En résumé, le trou de Samaesan est un endroit à couper le souffle, mais extrêmement dangereux et qui ne devrait être exploré que par des plongeurs d'expérience aux nerfs d'acier. Laisse-nous donc te parler de New Smyrna Beach, la capitale mondiale des attaques de requins. Si tu recherchais un lieu de vacances relaxant dans le comté de Volusa en Floride, tu devrais peut-être y réfléchir à deux fois. Les eaux autour de New Smyrna Beach regorgent de poissons, ce qui attire énormément de squales. En fait, il y a eu tellement d'attaques de requins signalées dans cette région qu'elle a amplement mérité son titre de capitale des attaques de requins.
Les chercheurs eux-mêmes ont prévenu que quiconque irait se baigner là-bas se retrouverait certainement en contact étroit avec au moins l'un d'entre eux. On parle d'une distance de 3 mètres tout au plus, et dans de nombreux cas, tu ne t'en rendrais même pas compte. Pour ne rien arranger, le requin bulldog, l'un des types de requins les plus dangereux et les plus agressifs, a été repéré dans ces eaux. Kauai figure une fois de plus sur notre liste. Une plage de la côte de Napali, appelée Anakapiai Beach, peut ressembler au paradis sur Terre à bien des égards, mais ne t'y trompe pas. Pour y accéder, tu devras arpenter un sentier rocheux extrêmement raide sur plus de 3 km. Il n'y a pas de sauveteur sur cette plage isolée. Donc si tu décidais de faire un plongeon dans l'eau, tu serais livré à toi-même. La plus grande menace pour ta sécurité, ce sont les courants d'arrachement incroyablement forts. Ils sont presque toujours présents, car il n'y a pas de récif qui protège ce rivage. Et si quelqu'un se retrouve pris dans l'un de ces courants, il n'y a pas d'endroit sûr où nager à des kilomètres à la ronde. La plage plus proche se trouve à 10 km. Crois-nous sur parole, Anakapiai Beach est loin d'être la plus sécurisée. Il est donc fortement conseillé de rester hors de l'eau si tu te rends un jour sur cette plage. Laisse-nous maintenant te parler d'un endroit qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Il s'agit de Berkeley Pit, un lac artificiel situé à Butte, dans le Montana. La première chose que tu remarqueras à propos de cet endroit, c'est son inquiétante couleur rouge sang, qui tend à mettre mal à l'aise. Tu serais peut-être tenté d'y faire trempette, mais ce serait une grave erreur. N'y touche même pas. Cette eau est incroyablement dangereuse en raison des métaux lourds qui y sont présents, comme le cadmium, l'arsenic, le zinc, le plomb et le cuivre. Ils proviennent des roches qui entourent le lac et rendent ces eaux extrêmement acides. D'ailleurs, cet endroit était autrefois une mine de cuivre à ciel ouvert, ce qui explique sa couleur. Alors si tu veux notre conseil, évite cet endroit, comme la peste. Il y a 3 lacs en Afrique qui sont peut-être les endroits les plus dangereux de tous ceux que nous avons mentionnés jusqu'à présent. Les lacs Monoun et Nyos au Cameroun et le lac Kivu au Rwanda sont comme des bombes à retardement prêtes à exploser. Ils se sont formés au-dessus de gisements souterrains de roches en fusion. Et parfois, ces roches libèrent des gaz toxiques, tels que le méthane et le dioxyde de carbone directement dans l'eau. Lorsque cela se produit, ces gaz peuvent s'accumuler jusqu'à jaillir soudainement de l'eau, créant de puissantes vagues capables d'anéantir tout ce qui se trouve sur leur passage. Ce type d'éruption est connu sous le nom d'éruption limnique et elle est susceptible de libérer un nuage de gaz toxique qui peut être nocif pour tout ce qui se trouve à proximité. Le plus terrifiant, ces explosions peuvent se produire à tout moment et sans aucun signe précurseur. Donc si tu te trouves un jour près de l'un de ces lacs, tu ferais mieux d'être aux aguets, car on ne sait jamais quand la prochaine peut se produire. Peut-être connais-tu d'autres endroits que tu ne recommanderais sûrement pas pour une baignade relaxante? N'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. L'anomalie de la mer Baltique. En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre. Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet. Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire. Peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque 2 courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs. Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper. Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre.
Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte, leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. À cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes. Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible. Pendant 1 ou 2 secondes, la couronne solaire te semblera verte. Car, en réalité, tu observeras le soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère, ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon, et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Karenia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues dans les eaux marines, les rivières et les lacs sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algue peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers le rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux. Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roches et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravats et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï? Elles sont le résultat de cette activité. La lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins, dans les eaux profondes, sont tout aussi dangereux, même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Le pire, c'est que lorsque tu regarderas la surface de l'océan, tu ne sauras pas qu'un danger t'attend. Tu ne verras pas ces poches d'air qui peuvent déséquilibrer même de très grands navires. Et ce, sans crier gare. La mer croisée est un phénomène rare, beau à observer mais aussi très dangereux. C'est quand on voit des vagues carrées. Elles sont assez fréquentes dans les zones peu profondes de l'océan. Tu peux observer ce phénomène près de l'île de Ré ou depuis les plages de Tel Aviv, mais aussi dans de nombreuses autres zones du monde entier. Cela se produit lorsque 2 systèmes de vagues se propageant dans 2 directions différentes viennent se croiser. Elles forment alors un motif en damier. Cela arrive en général après le passage d'un front atmosphérique. Et cet état de mer se structure en une grande quantité de flux directionnels. Ces vagues peuvent être dangereuses pour les nageurs et les plaisanciers. Les vagues produites par les forts courants océaniques peuvent être imprévisibles et mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. On les appelle parfois des murs blancs. Leur puissance est telle qu'elles peuvent faire chavirer des bateaux de grande taille. Si tu remplis un verre avec de l'eau de mer et que tu regardes avec attention, tu y verras des quantités de très petites particules. L'eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des algues, des protéines et d'autres débris de matière artificielle et organique. Si tu secoues ce verre, de minuscules bulles apparaîtront à sa surface. C'est ainsi que l'écume de mer se forme, lorsque les vagues et les vents agitent l'océan. Lorsque l'écume de mer est épaisse, cela peut être dû à une grande concentration d'algues. Lorsque les algues se désagrègent dans la mer, leur matière dérive souvent vers les rivages. En général, l'écume de mer n'est pas dangereuse pour les humains. Mais lorsqu'elle contient des algues décomposées,
elle peut être nocive pour notre environnement. Il peut arriver que des poches d'air éclatent et libèrent les toxines qu'elles contiennent. Cela peut causer une irritation des yeux ainsi que d'autres problèmes de santé. Les mascarets se produisent dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau. Une marée puissante va à la rencontre du courant et repousse le fleuve. Les mascarets font partie de la catégorie des ressauts hydrauliques, un changement soudain du niveau de l'eau. Il s'agit d'une poussée positive, ce qui signifie que la vague remonte le courant du fleuve, rendant sa masse beaucoup plus importante. Un raz-de-marée négatif, c'est lorsque le cours d'eau devient soudainement très peu profond. Tu ne verras pas de mascarets partout. Le fleuve doit être assez peu profond et son embouchure doit être assez étroite. La zone où la mer et le fleuve se rencontrent doit être plate et large. De plus, la zone située entre la marée basse et la marée haute doit faire au moins 6 mètres de large. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme pour l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. L'embouchure de l'Amazone n'est pas étroite, mais il s'y produit quand même des mascarets. C'est parce que son embouchure est peu profonde et comporte de nombreux bancs de sable et autres îles basses. Ce mascaret est la raison pour laquelle l'Amazone ne possède pas de véritable delta. L'océan Atlantique emporte rapidement ses sédiments, empêchant une telle formation. Les mascarets sont souvent imprévisibles et peuvent être extrêmement violents. Il arrive même que l'eau du fleuve passe d'une couleur verdâtre ou bleue à une couleur brunâtre. Ils peuvent endommager la végétation et même arracher les arbres. Ainsi, les sports de loisirs comme le kayak et le surf peuvent être dangereux dans ces zones. Mais si tu veux simplement observer un mascaret d'un peu plus près, fais attention. Il pourrait littéralement dérober le sol sous tes pieds et t'emporter dans ces eaux agitées. Ah, la beauté de la nature tout autour de toi, l'air frais et des jours de repos et de méditation loin de la civilisation. Mais tu as marché pendant un certain temps pour arriver jusqu'ici et maintenant, il est temps d'installer ton campement. Les bois alentours sont denses et tu ne trouves pas d'endroit approprié pour monter ta tente. Puis tu vois une belle parcelle de verdure complètement dépourvue d'arbres et parsemée de quelques petits buissons. Tu y vas satisfait de ta trouvaille et tu commences à installer ta tente. Le sol est exceptionnellement meuble et lisse, mais cela ne te dérange pas trop. Tant mieux, les piquets rentrent dans le sol comme un couteau dans du beurre. Quand tu as fini, il fait déjà nuit, alors tu entres dans la tente et tu te glisses dans ton sac de couchage bien douillet. Tu te réveilles avec la sensation que quelque chose ne va pas. Tu te sens mouillé. Tu commences à te tortiller à l'intérieur de ton sac de couchage et oui, il est presque complètement trempé par en dessous. Tu te précipites hors de la tente aussi vite que possible et tu vois qu'elle commence à s'enfoncer dans le sol. Il s'avère que tu as installé ton campement sur un marécage. Et tu as eu de la chance. Les marécages ne sont pas toujours évidents. Parfois, tu ne les remarqueras même pas avant de plonger dans la boue et de te retrouver avec des ennuis jusqu'aux genoux. Sortir de là peut aussi être compliqué. La mousse et les racines créent une espèce de matelas souple qui te tire lentement vers le bas. Et lorsque tu essaies de lever les pieds, tu risques de te retrouver sans tes bottes. Il est assez facile de reconnaître un marécage forestier quand on sait ce qu'il faut chercher. Si tu te trouves dans un fourré dense et que tu vois une clairière luxuriante et ensoleillée où ne pousse que de la mousse et quelques petits buissons, il y a de fortes chances que ce soit un marécage. Tu peux également vérifier cela en marchant légèrement sur ce genre de terrain. S'il te semble élastique, mieux vaut ne pas t'en approcher. Bizarrement, une autre chose pour laquelle les marais peuvent s'avérer dangereux, c'est quand il y a un incendie de forêt. Si tu restes trop près d'un marécage et que tu allumes un feu de camp, celui-ci peut créer un départ d'incendie, surtout s'il y a beaucoup de vent. Les marais et les marécages sont remplis de goudron enfouis sous les couches d'eau et de mousse. Lorsqu'il commence à brûler, il est presque impossible de l'éteindre. Avant d'allumer un feu de camp, garde toujours une distance de sécurité par rapport à un marais. Une autre erreur courante lors de l'installation d'un campement dans la nature est de ne pas lever les yeux. Disons que tu as trouvé un terrain solide pour monter ta tente, que tu l'as débarrassé de tous les débris et pierres désagréables et que tu t'es assuré qu'il n'y a pas de fourmilière à proximité. Tu ne veux pas que quelque chose se glisse dans ton sac de couchage pendant la nuit, n'est-ce pas ? L'endroit que tu as choisi est parfait et l'arbre qui se trouve à côté de ta tente te protège du vent et de la pluie. Tu t'installes pour la nuit, tu éteins ta lampe de camping et soudain, ta tente se déforme comme si une bête sauvage t'avait attaqué.
Déconcerté, tu sors en courant et tu vois qu'une énorme branche est tombée sur ta tente. Le pire, c'est que tu l'aurais vu venir si seulement tu avais levé les yeux avant de t'installer. Les branches à moitié cassées et pourries sont faciles à repérer, et ce n'est jamais une bonne idée de mettre sa tente directement en dessous. Ce genre de choses peut se casser à tout moment et tu auras de la chance si elle ne déchire pas ta tente et te blesse gravement. Tu sais, crac! Des dizaines de touristes font cette erreur chaque année et la paient souvent très cher. Le fait de regarder vers le haut t'aidera aussi à t'assurer qu'il n'y a pas de nid de guêpe ou de toile d'araignée au-dessus de toi. Ceci pourrait s'avérer encore pire qu'une branche, car les guêpes n'aiment pas être dérangées, et les araignées peuvent se révéler venimeuses. Maintenant, si tu vois une belle rivière et décides de bivouaquer sur ses rives, fais aussi attention à l'endroit exact où tu t'installes. Si tu restes trop près de l'eau, surtout au printemps ou en automne, il y a de fortes chances que tu te retrouves dans la flotte au milieu de la nuit. Vérifie toujours les prévisions météorologiques pour le jour et la nuit à venir. S'il risque de pleuvoir, il vaut mieux se tenir à l'écart de toute étendue d'eau, en particulier des rivières. La pluie pourrait faire monter le niveau de l'eau et inonder ses rives, emportant ainsi ton petit campement et tes vacances. Mais même si tu es loin de l'eau, la pluie pourrait gâcher tes vacances quand même. Disons que tu es à nouveau en plein cœur de la forêt et que la cime des arbres te protège des intempéries. Les précipitations arrivent toujours jusqu'au sol de la forêt, mais au moins tu ne souffres pas autant qu'en restant à ciel ouvert. La nuit suivante, lorsque tu installes ton campement dans un autre endroit, tu sens que le sol est mou et élastique. Cependant, ce n'est pas un marécage. La pluie de la dernière nuit a seulement rendu le sol spongieux. Si tu te retrouves dans un endroit pareil, il vaut mieux t'installer dans un endroit où le sol est plus dur. Le problème, c'est que les terrains lisses et meubles peuvent commencer à se désagréger sous tes pieds à n'importe quel moment. Ce mouvement n'est pas aussi dangereux que lorsque tu es dans un marécage, mais les piquets de ta tente peuvent se détacher et tu finiras par être enfoui sous tous les tissus de ta tente. Et si tu décides d'installer ton campement dans une belle vallée et que la pluie commence à tomber alors que tu es ici, eh bien, prépare-toi à faire un agréable voyage flottant. Toute l'eau va naturellement descendre et arriver dans ton abri, pour finalement se retrouver sous ta tente. Pas étonnant si tu te retrouves les pieds dans l'eau à ton réveil. Oh, quel magnifique endroit pour se reposer après une longue balade! Il est situé au sommet d'une colline, donc il n'y a pas d'eau à proximité, le soleil brille et il n'y a pas un seul arbre pour le bloquer. Prendre un bain de soleil ici va être fabuleux. C'est ce que tu peux penser pendant les premières heures. Mais quand tu resteras ici assez longtemps, tu comprendras l'erreur de ta décision. La lumière directe du soleil sur ta tente peut la chauffer en quelques heures en raison des matériaux dont elle est faite. Tu le sentiras sur ta peau dès que tu te glisseras dedans. Et disons que tu ne voudras pas t'attarder ici trop longtemps et qu'il vaudra mieux attendre la nuit pour que la tente ait refroidi. Même chose avec le vent. Dans un endroit ouvert, les rafales peuvent atteindre des vitesses incroyables. Et si tu n'as pas fait attention en enfonçant tes piquets, tu pourrais dire au revoir à ta tente plutôt que prévu. Il est préférable de trouver un endroit près d'un arbre qui te protégera à la fois du soleil et du vent. Cependant, ne t'avise pas de camper près d'un arbre isolé lorsque les prévisions météorologiques ne sont pas en ta faveur. Le beau temps ou la pluie sont acceptables, mais si un orage important se prépare, un arbre complètement isolé fera office de paratonnerre. Il n'est pas difficile d'imaginer ce qui pourrait arriver si la foudre frappait un arbre sous lequel tu campes. Tu pourrais bien recevoir une décharge. Si tu campes en hiver, le temps peut être encore plus traître. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de la lumière directe du soleil? Oublie cela. En hiver, il est préférable que le soleil brille sur ta tente. Le froid peut te porter préjudice, même si ta tente est super cool et coûte très cher. Et les vents sont généralement beaucoup plus violents pendant la saison froide. La lumière directe du soleil t'aidera à supporter une grande partie du froid. L'une des erreurs les plus courantes que font les randonneurs est d'allumer un feu de camp trop près de la tente. Encore une fois, le matériau de la tente conduit très bien la chaleur, et c'est une bonne chose quand tu veux te réchauffer. Mais il s'enflamme aussi très facilement. Parfois, une étincelle suffit à réduire ton abri en cendres. Assure-toi qu'il y ait suffisamment de place entre ta tente et le feu de camp, et ne laisse jamais ton feu sans surveillance. Lorsque tu t'endors, la règle veut que tu éteignes le feu pour ne pas te réveiller avec un brasier ardent autour de toi. Les insectes peuvent gâcher n'importe quelle balade, même si elle est géniale. Les moustiques, les fourmis, les tiques et autres insectes nuisibles peuvent se frayer un chemin jusqu'à ta tente, où que tu sois. Alors assure-toi d'être protégé.
utilise des répulsifs pour la peau lorsque tu sors et place une spirale anti-moustique à côté de l'entrée de ta tente. Cependant, ne la place pas à l'intérieur ou trop près de celle-ci. L'odeur est irritante et elle peut aussi provoquer un incendie. Pour éviter la plus grande partie des moustiques et surtout des tiques, essaie de te tenir à l'écart des lacs, des étangs et des forêts denses où peuvent se trouver des marécages. Les moustiques se reproduisent dans des eaux calmes, de sorte que les zones autour de ces bassins sont remplies de parasites ailés. Mais ils ont du mal à voler quand il y a du vent. Choisir un endroit ouvert est donc ta meilleure chance de t'en débarrasser. Ne les laisse pas t'embêter. Cet arbre hérissé de pointes sait comment tirer, alors tu ferais mieux de ne pas t'en approcher. Il s'appelle l'arbre bombardier et tu peux le trouver en Amazonie. Au départ, ses graines ont la forme d'une petite citrouille. Au fil du temps, elles durcissent et mûrissent. Mais voici la partie amusante. Juste au moment où elles atteignent leur maturité, les graines éclatent et sortent à une vitesse de 240 km/h. Elles peuvent même atteindre des distances de 18 mètres. C'est pourquoi il est si risqué de se trouver sur leur chemin pendant l'explosion. Sans oublier que les graines sont également toxiques. Au point où on en est. Bien sûr, certains arbres ne poussent pas tout à fait à la verticale. Mais un arbre complètement courbé, dont les branches touchent même le sol, c'est un spectacle à ne pas manquer. Un tel arbre, le genévrier Sabine, pousse en Espagne. Sa forme dépend du vent, car l'arbre se plie dans sa direction. Par conséquent, non seulement il a souvent une forme bizarre, mais il peut aussi en changer complètement à différentes périodes de l'année. Cet arbre flexible peut atteindre plus de 8 mètres de haut et a tendance à pousser dans les endroits les plus improbables, comme sur des rochers. Que penses-tu d'un arbre qui est aussi vieux que les dinosaures ? Découvert en 1994, le pin de Wollemi peut être trouvé dans les Blue Mountains de Sydney en Australie. Il remonte à plus de 200 millions d'années. On peut donc facilement imaginer que les dinosaures se sont promenés autour de lui. Comme ces arbres sont en voie de disparition et que seulement 100 spécimens en existent à ce jour dans la nature, les scientifiques n'ont pas envie de divulguer leur emplacement. Ils veulent s'assurer que les arbres soient bien préservés. De plus, ils sont importants pour la science, car les étudier peut nous aider à découvrir de nouvelles informations sur le passé de la Terre. L'écorce d'un arbre peut nous apprendre beaucoup de choses différentes, comme les différentes périodes de température qu'il a traversées ou son exposition à divers composés chimiques. L'arbre de vie tient son nom du fait qu'il est capable de résister à des conditions très difficiles et de prospérer tout de même. Situé dans le désert du Bahreïn, le Prosopis cineraria possède un système racinaire très profond, qui lui permet de survivre à la chaleur torride. Les scientifiques ne savent toujours pas comment il parvient à obtenir suffisamment d'eau. Il est si particulier qu'il rassemble plus de 50 000 touristes chaque année. La India dormida au Panama est une zone montagneuse qui a la forme du corps d'une jeune fille endormie. Elle fait partie d'une région plus vaste et mystérieuse appelée El Valle de Antón, près de l'un des plus grands volcans dormants habités au monde. On y trouve aussi des arbres assez bizarres, des arbres carrés. Même les cernes de ces arbres, c'est-à-dire à l'intérieur de leur tronc, ont la même forme, avec des arêtes nettement dessinées, parfois même un angle parfait de 90 degrés. Les chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi ces arbres poussent dans cette forme particulière. Ils ont même essayé de prélever des échantillons de certains de ces arbres afin de les planter ailleurs, pour voir s'ils conservaient cette forme. Et ça n'a pas marché. Il est donc clair que la forme étrange de ces arbres a quelque chose à voir avec la vallée elle-même. Certaines personnes pensent qu'à l'origine, un agriculteur local aurait planté ces arbres dans des boîtes, les forçant à pousser ainsi afin de réduire les pertes en menuiserie, car les arbres ronds finissent souvent par être découpés en planches rectangulaires. L'un des arbres les plus anciens et les plus grands du monde se trouve dans le parc national des Séquoias aux États-Unis. Il s'agit du général Sherman et il mesure une hauteur record de 84 mètres. C'est presque aussi grand que la Statue de la Liberté. Sa circonférence est tout aussi impressionnante, puisqu'au niveau du sol, son tronc mesure environ 30 mètres de large. Quant à son âge, on ne peut que deviner qu'il a entre 2300 et 2700 ans. Comment ça va, vieille branche ? Il existe de nombreuses espèces d'arbres magnifiques, mais aucune n'est aussi frappante que l'eucalyptus arc-en-ciel que l'on trouve aux Philippines. Il a presque l'air d'être peint à la main, en raison de ses couches d'écorce multicolores. Cet arbre présente une coloration irrégulière, affichant de nombreuses couleurs à la fois, du vert au bleu, puis au violet, en passant par l'orange et enfin au brun. Il n'est pas utilisé à des fins de décoration, mais plutôt pour la fabrication de papier.
En Namibie se trouve un arbre à la forme étrange et plutôt dangereux, l'arbre bouteille. Pour ce qui est de sa forme, le nom parle de lui-même, avec un tronc rond qui se rétrécit vers le haut. Mais la sève laiteuse récoltée sur cet arbre est extrêmement toxique. La légende veut que les chasseurs locaux y trempaient leurs flèches pour plus d'efficacité. Il est cependant très beau au moment de la floraison avec des fleurs roses et blanches au centre rouge. Voir un arbre tordu de temps en temps n'a rien de spécial. Mais pour en voir une forêt entière, il faut se rendre dans la ville polonaise de Gryfino. Près de celle-ci, il y a une forêt composée de 400 arbres aux formes étranges. Ils ont été courbés grâce à une intervention mécanique. Ils n'ont pas simplement poussé comme ça, mais le but de la manœuvre reste un mystère à ce jour. Certains ont dit que c'était parce que le bois de ces arbres était destiné à la fabrication de meubles ou même à la construction de bateaux. Mais, quoi qu'il en soit, l'exploitation de cette forêt a fini par être abandonnée. Le Seiba Pantandra, ou fromager, a entrepris d'envahir les anciens temples de Taprom au Cambodge, créant une vue spectaculaire. Les branches massives de ces arbres ont été libres de pousser sur les structures depuis des lustres, tout cela remontant jusqu'au XIIe siècle. Les temples ont été depuis restaurés et sont accessibles aux touristes. Le dragonnier pousse dans les îles Canaries, au nord-ouest de l'Afrique. Les locaux disaient qu'une fois qu'un dragon meurt, il se transforme en arbre. D'une longueur impressionnante de 15 mètres, l'arbre produit une sève rouge que l'on nomme sang dragon et qui peut être récoltée à partir de l'écorce. Cette substance est encore utilisée à ce jour comme remède ou pour créer des teintures. L'un des arbres les plus grands, les plus anciens et les plus impressionnants du monde est le baobab de Sunland. Il mesure 22 mètres de haut et a une circonférence de 47 mètres. Il est situé en Afrique du Sud. Ce qui le rend encore plus spectaculaire, c'est le fait qu'il soit naturellement creux à l'intérieur. Un petit salon a donc été installé à l'intérieur de l'arbre en 1933. Au départ, il pouvait accueillir jusqu'à 20 personnes, mais il peut maintenant en accueillir jusqu'à 60, sans compter que l'arbre date d'il y a plus de 6000 ans. Le bouleau blanc s'est répandu en Scandinavie et dans le nord-est de l'Europe et a trouvé un moyen de réfléchir la lumière. Son écorce est devenue plus claire et, pendant la saison froide, lorsque ses branches gèlent aussi, le spectacle est une sorte de conte de fées hivernal. L'arbre a aussi développé un partenariat avec un champignon qui se connecte à ses racines et se déploie sous la forêt, récupérant les nutriments que les arbres ne peuvent pas atteindre. Pour ses services, l'arbre donne en retour des sucres aux champignons. Le compagnon du bouleau est toxique et ne doit surtout pas être consommé par les gens. Cette amanite est facile à reconnaître, avec son chapeau classique au sommet écarlate et saupoudré de blanc. Un festival naturel à ne pas manquer est la saison des cerisiers en fleurs au Japon. La fleur blanc-rosé est profondément ancrée dans la culture japonaise et va de pair avec un concept spirituel, Mono no Aware, qui se traduit par le fait que tout est éphémère, même si tout semble parfait et beau. Si tu te rends un jour au Japon, tu verras rapidement que le symbole de la fleur de cerisier est partout, des logos d'entreprises aux vêtements en passant par les articles ménagers. Le parc national de Yosemite, aux États-Unis, possédait autrefois une structure arboricole étonnante qui a été transformée en tunnel. Il s'agissait d'un séquoia d'une hauteur de 70 mètres. Il était surnommé Wawona, un mot amérindien qui désigne le ululement du hibou. L'arbre est tombé en 1969 à cause d'une neige abondante, mais il a survécu en tant qu'écosystème pour les animaux, les plantes et les insectes. On l'appelle maintenant l'arbre tunnel abattu. Une espèce d'arbre connue sous le nom de Pennantia baileysiana est la plante la plus rare sur Terre. Le Guinness Book des records a enregistré un seul arbre de son espèce, au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. Il n'a pas toujours été aussi solitaire, mais les humains ont amené des chèvres sur l'île qui ont grignoté tous les autres membres de sa famille. Heureusement, les scientifiques cherchent des moyens de planter de nouveaux spécimens. Bienvenue chers invités et bienvenue au Simp Aquarium. Ici, vous allez pouvoir admirer les créatures marines et océaniques les plus dangereuses qui soient, mais ne vous laissez pas induire en erreur par ce que j'ai dit. Il est fort possible que vous croisiez l'une de ces créatures sous-marines lors d'une banale promenade à la plage. Alors, regardez-les attentivement dès maintenant et vous pourriez bien éviter le pire. Est-ce un poisson ou un vieux caillou ? Ce que tu observes est communément appelé le poisson-pierre, ou encore cynancée pour les intimes. Si tu aimes la plongée et l'observation des fonds marins, tu en as peut-être déjà croisé un sans même t'en apercevoir.
Son apparence fait qu'il est presque impossible de le distinguer de n'importe quelle autre pierre, en raison de sa coloration grise et de son aspect tacheté. Surtout si tes lunettes de plongée sont un peu embuées. Enfin, tu ferais mieux de faire attention car sinon les conséquences pourraient être fâcheuses, puisque les poissons-pierres sont parmi les plus venimeux qui soient. Bien que certains types de poissons-pierres soient connus pour vivre dans les rivières, la plupart d'entre eux résident dans les récifs coralliens près des tropiques des océans Pacifique et Indien. Les épines de leur nageoire dorsale, en forme d'aiguille, se dressent lorsqu'ils se sentent dérangés ou menacés et injectent le poison qu'elles contiennent. La raison la plus courante des piqûres de poissons-pierres est que les nageurs marchent dessus sans s'en rendre compte. Cependant, il n'est pas nécessaire de se trouver dans l'eau pour se faire piquer. Comme ils peuvent survivre hors de l'eau jusqu'à 24 heures, tu devrais aussi faire attention où tu marches quand tu vas à la plage. Les personnes qui se sont faites piquer par des poissons-pierres décrivent cela comme une expérience extrêmement pénible. Ce venin peut entraîner des infections, et dans certains cas, il est connu pour avoir résulté en un état de choc, voire une paralysie. Cela peut sembler surprenant, mais en dépit de sa mauvaise réputation, le poisson-pierre est tout à fait comestible, s'il est préparé correctement. Lorsque le poisson est cuit, son venin se décompose, et si ses nageoires dorsales, qui sont la principale source de son venin, sont retirées, le poisson-pierre cru peut aussi être servi en sashimi. Cette créature peut sembler sortie d'un film de science-fiction, mais elle est bien réelle. Dis bonjour à la pieuvre à anneaux bleus. Ne te laisse pas abuser par sa petite taille, qui peut aller de 12 à 20 cm en comptant les tentacules, car ces petites bêtes sont bourrées de venin, capables d'affecter jusqu'à 26 personnes en quelques minutes. Tout comme les poissons-pierres, les pieuvres à anneaux bleus se trouvent dans les océans Pacifique et Indien, du Japon à l'Australie. Elles vivent généralement dans les récifs coralliens et les zones rocheuses du fond des mers. On peut aussi en trouver dans les mares résiduelles, les herbiers marins et les lits d'algues. Les pieuvres à anneaux bleus ne sont pas agressives par nature. Lorsqu'elles ne sont pas en quête de nourriture, comme des crabes et des crevettes, ou à la recherche d'un partenaire, elles se cachent souvent dans les récifs marins, les coquillages ou les crevasses. Ce n'est que si elles sont provoquées, acculées ou saisies à pleine main qu'elles deviennent dangereuses pour l'homme. Lorsqu'elles sont menacées, elles prennent une couleur jaune vif et des anneaux bleus iridescents apparaissent sur tout leur corps, en guise d'avertissement à leurs prédateurs potentiels. Leurs piqûres passent généralement inaperçues, tu ne pourrais donc pas te rendre compte que tu as été piqué avant qu'il ne soit trop tard. Le venin d'une pieuvre à anneaux bleus peut provoquer des vertiges, ainsi qu'une perte d'essence et des capacités motrices, et finalement la paralysie. Alors vaut mieux garder tes mains pour toi et reculer en vitesse si tu en vois une. Non, ce n'est pas un bouquet de fleurs, alors n'essaie pas de cueillir et de sentir une de ces choses rosâtres en forme de cube. Ce qui se trouve devant tes yeux est un animal marin appelé l'oursin fleur. Il a peut-être l'air magnifique, mais ne te laisse pas tromper par son apparence. Il a été nommé l'oursin le plus dangereux dans le Guinness Book des records en 2014. Les oursins fleurs habitent les zones tropicales du bassin Indo-Pacifique et vivent généralement dans les récifs coralliens, les rochers, le sable et les herbiers marins à des profondeurs de 0 à 90 mètres. Leur caractéristique la plus remarquable est leur pédicellaire, qui sont des organes défensifs en forme de griffes, que l'on trouve aussi chez les étoiles de mer. Ce qui les différencie de tous les autres oursins est le fait que leurs pédicellaires sont, comme leur nom l'indique, en forme de fleurs, et généralement de couleur blanc-rosé à blanc jaunâtre avec un point central violet. Cachés sous ces fleurs, ils disposent également d'épines courtes et émoussées. Bien que de nombreux oursins délivrent leur venin au moyen de ces épines, les oursins fleurs le font au moyen de leurs pédicellaires ou fleurs. Si elles ne sont pas dérangées, les extrémités de ces fleurs présentent généralement une forme élargie en coupe ronde. Leur surface dispose de minuscules capteurs avec lesquels ils peuvent détecter les dangers. Et lorsqu'elles entrent en contact avec de telles menaces, ces fleurs se referment immédiatement et commencent à injecter leur venin. Ce qui est curieux, c'est que les petites griffes de ces fleurs peuvent parfois se détacher de leurs tiges, s'accrocher au point de contact et continuer à injecter du venin pendant des heures à quiconque les a touchés. On dirait une flaque géante de glace à la framboise fondue, non? Tu aimerais bien, sauf que c'est une méduse à crinière de lion, aussi appelée cyanée capillaire. Elles sont connues pour préférer les eaux froides. C'est pourquoi on les trouve principalement dans les océans Arctique, Atlantique Nord et Pacifique Nord. Mais il est également possible de les apercevoir autour des îles britanniques et dans les eaux scandinaves. La méduse à crinière de lion est l'une des plus grandes espèces connues de méduses.
Elles doivent leur nom à leurs longs tentacules, semblables à des cheveux, qui peuvent atteindre une longueur de 3 mètres. Et bien que le diamètre moyen de la cloche d'une méduse à crinière de lion soit d'environ 50 cm, elle peut parfois atteindre un diamètre de plus de 2 mètres. La plus grande méduse à crinière de lion jamais observée a été vue en 1865 au large des côtes du Massachusetts. On a mesuré qu'elle avait des tentacules d'environ 36 mètres de long pour un diamètre de plus de 2 mètres. Pour te donner un ordre de grandeur, elle était plus longue qu'une baleine bleue. Les méduses à crinière de lion chassent en étendant leurs tentacules tout autour, créant ainsi un piège pour attraper leur nourriture. Comme elles disposent d'environ 1200 tentacules urticants, il faudrait un poisson extrêmement chanceux pour espérer leur échapper. La piqûre d'une méduse à crinière de lion ne présente généralement pas un danger mortel, mais il faut tout de même éviter de nager à travers ses tentacules, car cela peut s'avérer très douloureux pour les humains. Et si tu en vois une échouer sur la plage, mieux vaut ne pas la toucher, car elle peut te piquer encore longtemps après avoir été rejetée sur le rivage. Fait amusant, la méduse à crinière de lion apparaît dans l'histoire de Sherlock Holmes, la crinière du lion, en tant que suspecte. Mais ne t'inquiète pas, nous ne donnerons aucun spoiler. Le dernier animal marin que tu observes à présent est un serpent de mer. Et oui, ils sont différents des anguilles. Il existe 69 espèces identifiées de serpents de mer. La plupart d'entre eux se trouvent dans les eaux tropicales et subtropicales des océans Indien et Pacifique. Et ils existent depuis des millions d'années. Pour faciliter les choses, les scientifiques ont séparé toutes les différentes espèces de serpents de mer en 2 catégories. Les vrais serpents de mer et les tricots rayés. Alors que les vrais serpents de mer passent presque tout leur temps en mer, les tricots rayés peuvent aussi ramper sur la terre ferme. Si tu vois un serpent sur la plage, tu peux déterminer s'il s'agit d'un serpent de terre ou de mer en regardant sa queue. S'il ressemble à une pagaie, alors c'est un serpent de mer que tu as là. Mais assure-toi de garder tes distances dans les 2 cas. Tous les serpents de mer doivent faire surface régulièrement pour respirer, car ils n'ont pas de branchies. C'est pourquoi tu pourrais en croiser un pendant que tu nages. Si cela arrive, tu ferais mieux de t'éloigner le plus vite possible, car la plupart des serpents de mer ont davantage de venin que le cobra ou le crotale moyen. Cependant, comme ils n'attaquent que s'ils sont provoqués, les morsures sont assez rares. Un autre fait anodin sur les serpents de mer, ce sont les seuls reptiles à donner naissance dans les océans. La majorité des serpents de mer gardent les œufs en eux et donnent naissance à des petits serpents presque déjà formés tout en nageant. Mais ce n'est pas le cas du tricot rayé à lèvres jaunes. Ils se rendent sur la terre ferme pour pondre leurs œufs. Tu te souviens du poisson-pierre au début de notre visite? Ils sont chassés par les serpents de mer. Et oui, c'est ça la chaîne alimentaire. Oh là là, regarde-moi ça, il y a une tornade géante qui se dirige droit sur toi, et elle est si rapide. Ces tornades peuvent se déplacer à des vitesses folles de plus de 400 km/h. De plus, elles peuvent laisser une traînée sur leur passage, atteignant jusqu'à 80 km de long et plus d'1 km de large. Parfois, on les voit clairement arriver, alors que dans d'autres cas, les nuages bas ou la pluie peuvent les dissimuler, de sorte qu'elles se précipitent sur toi sans que tu ne les aperçoives. Et dans la plupart des cas, une tornade peut se former si rapidement que personne ne peut t'en avertir à temps. Et maintenant que cette tempête en furie est vraiment proche, il ne te reste peut-être plus que quelques minutes pour te mettre à l'abri. Tu as une cave? Cours te cacher, à moins que... Je sais que cela semble insensé, mais que dirais-tu d'entrer dans une tornade pour voir à quoi ça ressemble? Certaines tornades ressemblent à des tourbillons en forme de corde, tandis que d'autres sont composées de larges nuages en forme d'entonnoir. Et voici le second type, juste devant toi. Regarde ces vents tourbillonnants, nés d'un orage électrique. Ils descendent peu à peu jusqu'au sol. Souvent, la grêle se joint à la fête. Les États-Unis comptent environ 1000 tornades par an. Et le Texas en détient le record, avec environ 120 tornades annuelles. Un record dont il n'y a pas lieu d'être fier. Mais la plupart des tornades américaines sont observées dans la Tornado Alley, une étendue de terre située dans le Midwest. Ils se forment lorsque de l'air chaud et humide en provenance du Mexique rencontre de l'air frais et sec en provenance du Canada. Ces 2 éléments s'affrontent et se transforment en une puissante tempête qui, à un moment donné, peut engendrer des tornades. La plupart des tornades sont observées entre avril et juin, mais depuis quelque temps, on en voit même en décembre. Elles peuvent aller d'une simple tempête de poussière à un phénomène d'une puissance considérable, capable d'emporter des voitures, de grands arbres ou même des maisons. Mais c'est une occasion unique, tu ne t'es jamais trouvé aussi proche. De plus, cette tornade est gigantesque et ce n'est pas souvent que tu aurais l'occasion d'en voir une telle. Bon, tu es prêt? Elle se rapproche. Tu sens le vent se renforcer tout en te projetant de la terre et des éclats au visage. Tu fermes les yeux et hop, te voilà à l'intérieur. Et c'est la folie.
Des vents violents te ballottent en tous sens et te font tournoyer. Ils te soulèvent en même temps. Tu as le vertige ? Tu te sens comme Dorothée dans Le Magicien d'Oz ? C'est peut-être le bon moment pour s'intéresser à ce qui t'arrive vraiment à l'intérieur. Tourbillonnant au gré des vents et oh, attends ! C'est la moto de ton voisin qui tourne en même temps que toi ? Espérons qu'elle reste loin. Prenons maintenant le temps de couvrir les bases. Se retrouver au milieu d'une tornade enragée est une chose à laquelle il est possible de survivre. Mais autant être honnête, ce ne sera pas facile. La première chose que tu ressentiras sera probablement le changement de température. À l'intérieur de cette tornade folle, il peut faire 20 degrés de moins qu'à l'extérieur. C'est parce que le centre de l'entonnoir formé par la tornade tourne en permanence. Cela rend l'intérieur du vortex beaucoup plus froid et rend l'air plus raréfié qu'à l'accoutumée. La densité de l'air y est inférieure de 20% à celle que l'on trouve par exemple en haute altitude. J'espère que tu n'as pas l'intention d'y rester trop longtemps. La pression atmosphérique à l'intérieur de ce tourbillon est si basse que tes poumons ne pourront pas en retirer suffisamment d'oxygène. Pour te donner une idée de la situation, respirer à l'intérieur d'une tornade revient à essayer de prendre de l'air à une altitude de 8000 mètres. C'est un niveau d'alpiniste professionnel, comparable à l'ascension de l'Everest. Alors oui, il faut de l'aide pour pouvoir respirer normalement. Bref, tu vas probablement t'évanouir au bout de quelques minutes. Mais ne t'inquiète pas, on t'a apporté ce masque spécial pour que tu n'aies pas à te soucier de ta respiration. As-tu remarqué à quel point le flux d'air à l'intérieur est régulier ? Certains chasseurs de tempêtes se sont déjà retrouvés à l'intérieur de tornades. Plus tard, ils ont fait une description chaotique de tous ces nuages déchaînés et de ces vents tourbillonnants. Mais de l'intérieur, l'air était étonnamment doux, ce qui ne veut pas dire que c'est une partie de plaisir qui t'attend. Et tu n'es clairement pas tout seul à l'intérieur de cette tornade. La moto du voisin n'est pas la seule chose que tu y verras. Du bois, des briques, du verre, peut-être même des voitures, des vaches, des mobil-homes, des briques, des toitures et d'autres gros objets. Tu auras de la chance si rien ne te tombe dessus dans ce chaos sans nom. Avec tous ces débris qui tourbillonnent à 500 à l'heure, il te sera difficile d'esquiver quoi que ce soit. Mais admettons qu'un miracle se produise et que tu sois épargné. Tu commences à avoir la tête qui tourne. Tu te demandes quand tout cela va se terminer et si tu seras capable de t'extirper de cette incroyable tornade. Elle finira bien par ralentir. Cela se produit parce que de l'air frais pénètre dans la tornade. Mais ce n'est pas parce que les choses se calment que tu peux te détendre pour autant. Enfin, ton estomac, lui, le peut, puisque le tournoiement s'est arrêté. Mais la tornade te laissera tomber de n'importe quelle hauteur quand elle cessera. Si tu te trouves à la campagne, il se trouvera peut-être une botte de foin pour amortir ta chute. Oh, attends, nous parlons d'une tornade qui fait probablement plus de 14 000 mètres de haut, alors ça ne te servira à rien. Espérons que tu as apporté ton parachute, parce que ce serait le moment idéal pour le déployer, tu ne trouves pas ? Ne t'inquiète pas, on aime les fins heureuses par ici. Alors voici un petit coup de pouce. Et voilà. À présent, tu redescends lentement en profitant de la vue. Si tant est que tu remarques quoi que ce soit aux alentours avec tout ce tournis. Comment se fait-il qu'il y ait un ciel clair et ensoleillé sur ta gauche, te demandes-tu ? Ça n'a rien d'inhabituel. Les tornades se forment souvent à la périphérie d'un orage. C'est comme une frontière entre deux mondes différents. Il n'y avait même pas de vent et l'air était très calme avant que la tornade ne frappe, n'est-ce pas ? Ça aussi, c'est également très répandu. Bon, je pense que tu sais tout de même que ce genre de scénario est impossible dans la réalité. Il est donc préférable de trouver rapidement un endroit sûr lorsqu'une tornade est en approche. Utilise plutôt un abri souterrain et si tu n'en as pas à disposition, n'importe quel sous-sol pourra faire l'affaire. Prépare à l'avance une télévision sur batterie ou une radio à pile, ainsi que des batteries de rechange. Ou un appareil avec Internet pour pouvoir recueillir les dernières informations sur la tornade. Prévois également de la nourriture non périssable, de l'eau et d'autres produits de première nécessité. Il s'avère que certaines personnes ont vraiment été emportées par des tornades et qu'elles ont réussi à s'en sortir. La tornade les a en fait déposées à quelques centaines de mètres de là, sans la moindre égratignure. C'est quand même se donner beaucoup de mal pour économiser l'argent du taxi. Mais on ne peut évidemment pas garantir une arrivée à bon port. Il serait incroyablement difficile de se sortir de tels cataclysmes, comme les orages supercellulaires par exemple. Ceux-ci appartiennent à la catégorie des tempêtes les plus violentes, à savoir les orages électriques. Et imagine que tu te retrouves dans une trombe d'eau. Elles peuvent sembler agréables, du moins au début, parce qu'elles ne sont pas très puissantes et qu'elles se forment au-dessus des eaux chaudes. Elles pourraient parfaitement s'intégrer dans ta thalasso, enfin, jusqu'à ce qu'elles se déplacent vers l'intérieur des terres et se transforment en véritables tornades. Les tourbillons de poussière sont encore moins agréables. Ils ne sont pas très grands,
mais il s'agit de colonnes d'air qui tournoient à très grande vitesse. Et on peut facilement les voir à cause de toute la terre et de toute la poussière qu'ils accumulent. Il faut toutefois des lunettes de protection pour les affronter. Oups, je crois que bien que je les ai oubliées, je ne vais pas pouvoir t'aider cette fois-ci. Mais si cela peut te rassurer, les tourbillons de poussière ne sont pas associés aux orages. En y pensant, je ne vois pas trop non plus ce que ça peut avoir de rassurant. Mais si tu es prêt à sauter dans un tourbillon de feu, on peut te trouver une combinaison spéciale qui te protégera pendant que tu seras brinque-ballé dans les flammes, la fumée et les gaz. Ces colonnes sont étroites et s'élèvent verticalement dans les airs, tout comme les tourbillons de poussière. Bien entendu, la chaleur est insupportable, et comme les courants ascendants se renforcent et qu'il s'y trouve suffisamment de combustible, un tourbillon de feu se transforme en une véritable tornade de flammes, qui s'étend du sol jusqu'aux nuages et se déplace à une vitesse incroyable. D'accord, on va en rester là, je commence à avoir la tête qui tourne. Imagine que tu traînes quelque part dans les forêts d'Australie. Tu as soif, alors tu vas au ruisseau le plus proche. Soudain, tu sens que tu as le nez qui coule. C'est étrange, car tu es en parfaite santé. Tu t'arrêtes et tu attends. Quelques secondes plus tard, ton nez te démange. Quelques minutes plus tard, tes yeux pleurent. Ta gorge devient incontrôlable, tu ne peux pas respirer librement et tu éternues constamment. C'est comme si tu respirais de l'air empoisonné. Mais qu'est-ce qui l'empoisonne ? Les plus petites particules de la plante la plus dangereuse au monde volent autour de toi. Elle s'appelle Gympie Gympie. Elle est là, elle a l'air normale. Un petit buisson avec des tiges et des feuilles vertes. Plus tu t'approches, plus tu te sens mal. Tu as besoin de plus d'air, ta peau devient rouge. Ça te fait physiquement mal d'être ici. Tu sens que tu pourrais perdre conscience si tu restais ici un peu plus longtemps. Tu sais ce qui va se passer si tu touches cette plante ? Eh bien, tu auras l'impression que des aiguilles chauffées à blanc pénètrent ta peau. Et même si tu t'enfuis aussi loin que possible d'ici tout de suite, la douleur ne diminuera pas. Les effets de la piqûre dureront plusieurs heures. Les jours passent et la douleur demeure. Des semaines et des mois passeront, mais tu la sentiras toujours. Tu peux laver la zone affectée à l'eau froide et au savon, mais ça ne t'aidera pas beaucoup. Il se peut que la douleur ne disparaisse pas avant plusieurs années, et tous ces minuscules poils végétaux qui ont pénétré ta peau peuvent rester en toi pour toujours. La toxicité du Gympie Gympie est si élevée que même si tu arraches une feuille et que tu la touches 1 an après, elle provoquera des lésions sur ton corps. La mauvaise nouvelle, c'est que cette plante est difficile à repérer. Tu peux facilement la confondre avec la bardane ou l'ortie. Imagine seulement ce qui se passerait si quelqu'un tombait dans un buisson. Son signe distinctif est une fine couche de peluche sur chaque feuille. Mais attention, cette peluche est constituée de milliers de poils toxiques. Ils volent également autour de la plante. Il est donc dangereux d'être ici sans masque à gaz. Un simple masque médical ordinaire ne sera d'aucune utilité car les poils peuvent traverser le tissu. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde et que les gens mettent généralement des panneaux d'avertissement à proximité. Cette mauvaise herbe pousse en Australie. Des chercheurs d'or ont découvert cette plante en 1860 près de la ville de Gympie. Et quelque chose me dit que ce n'était pas la plus heureuse des découvertes. Même de nos jours, le Gympie Gympie représente un sérieux danger pour les bûcherons et les touristes. Tu peux accidentellement le toucher avec ta main. Un seul contact suffit à te faire perdre ta capacité de travail pendant plusieurs semaines. Dans certains cas, la zone touchée continue de faire mal pendant des décennies. Un homme est tombé dessus et a perdu la raison à cause de la douleur. Les gens comparent une piqûre de Gympie Gympie à la piqûre de 30 guêpes en même temps. Et tu ne sauras pas comment t'en débarrasser. Après avoir touché cette plante, un homme a ressenti pendant 2 ans une sensation désagréable à chaque fois qu'il prenait une douche. Si tu veux l'étudier, tu dois porter une combinaison de protection et un masque à gaz. Il ne doit y avoir aucune zone découverte sur ton corps. Rentre tes jambes de pantalon dans tes bottes, mets des gants de protection et avance dans la forêt. Elle pousse en lisière, près des cours d'eau. Le Gympie Gympie est l'une des 6 espèces d'arbres venimeux originaires d'Australie. Ils aiment le soleil et la végétation qui les entoure. Chaque poil de la surface de la feuille est empoisonné. Lorsqu'il entre en contact avec une surface quelconque, il s'ouvre et pulvérise une toxine brûlante. Ensuite, la douleur augmente et la peau devient rouge. La durée de l'effet dépend du nombre de poils qui pénètrent dans ton corps. Après quelques années, tu peux appuyer sur la zone de la piqûre et sentir que les poils sont toujours là. Il n'y a pas d'antidote, car les scientifiques ne connaissent toujours pas les composants du poison toxique. Tout ce qu'ils savent, c'est que l'effet du poison dure très longtemps. Plusieurs années.
Il peut résister à des températures froides et chaudes. L'eau ne fait que renforcer son effet. Les échantillons botaniques de cette plante dans les laboratoires sont toujours dangereux bien que les scientifiques les conservent depuis plusieurs années. Après avoir croisé le Gimpy Gimpy, n'oublie pas de te désinfecter. Enlève soigneusement tes vêtements, tes chaussures, ton masque et tes lunettes. Mets la combinaison de protection dans la machine à laver et lave bien tout le reste. De minuscules poils peuvent se trouver dans ton pantalon ou dans les manches de ta veste, alors fais attention. Cette toxicité fait de Gimpy Gimpy la plante la plus protégée au monde. Mais attends, c'est quoi ça? Tu vois ces petits trous sur ses feuilles? On dirait que quelqu'un est en train de la manger. Ce sont les espèces habituelles de scarabées nocturnes. Ils peuvent dévorer le Gimpy Gimpy toute la journée car les poils toxiques ne peuvent pas leur faire de mal. Ces insectes s'en moquent. Le Gimpy Gimpy est le déjeuner idéal parce que personne ne peut déranger ces scarabées lorsqu'ils sont assis sur cette plante. Et oui, tous les animaux qui vivent à proximité savent qu'il ne vaut mieux pas s'en approcher. Mais il y a un mammifère qui n'a pas peur du Gimpy Gimpy. C'est un pas de melon à pattes rouges. Il ressemble à un petit kangourou et adore manger les feuilles de Gimpy Gimpy. Les scientifiques ne savent toujours pas ce qui protège exactement cet animal des poils toxiques. Aujourd'hui, nous connaissons presque tous les endroits où cette plante pousse. Les gens les marquent avec des panneaux. Si tu en vois un, n'y va surtout pas. Le Gimpy Gimpy est une plante terrible, mais que dirais-tu d'une plante qui peut prendre le contrôle du monde entier et détruire toutes les récoltes? Elle n'a pas besoin de conditions favorables pour se développer. Elle peut survivre sous la pluie, dans des endroits arides sous le soleil brûlant, ou à des températures basses et élevées. On l'appelle la berce du Caucase. Si la graine de cette plante se retrouve dans un potager ou un champ de blé, elle délogera tous ses concurrents en quelques semaines. Le vent peut souffler sur les graines de la berce du Caucase et les propager vers les territoires les plus proches. Cette plante peut détériorer les écosystèmes du monde entier. Elle pousse plus vite que ce que les gens parviennent à la détruire. Si tu vaporises du poison sur les feuilles, elle ne s'en soucie même pas. Si tu laisses des coléoptères parasites entrer dans le territoire de la berce du Caucase, elle ne s'en soucie pas non plus. Elle se multiplie très rapidement et vit plus longtemps que de nombreuses plantes. Elle peut atteindre la hauteur d'une maison à un étage et s'enfoncer profondément dans le sol avec ses racines. Il est aussi dangereux de la toucher avec les mains. Cela peut provoquer des rougeurs sur la peau et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas agréable. C'est pourquoi il est si difficile de lutter contre elle. Elle détruit toutes les plantes, les buissons et les fleurs à proximité. Les scientifiques n'arrivent toujours pas à créer un poison efficace pour combattre ce monstre vert. Aucun coléoptère ne s'en nourrit. C'est pourquoi la berce du Caucase est l'une des plantes les plus dangereuses au monde. Elle n'a tout simplement pas d'ennemis dans la nature. Mais les scientifiques sont sûrs que l'évolution créera des créatures capables de la détruire. Il peut s'agir de petites bestioles ou de bactéries parasites. Mais avant que cela ne se produise, les humains doivent combattre cette bête eux-mêmes. Ils dépensent des millions de dollars pour essayer de la détruire, mais ça ne marche pas toujours. On peut brûler un champ, mais s'il reste une graine, elle poussera rapidement sur le sol brûlé. Nous venons de parler de certaines des plantes les plus dangereuses du monde, mais qu'en est-il des arbres? Un mancenillier pousse en Floride. Son tronc sécrète un jus toxique qui est dangereux pour la peau. Mais cela devient bien pire pendant qu'il pleut. Quand l'eau tombe sur l'écorce, elle se mélange au poison. Ensuite, ces gouttes empoisonnées peuvent être expulsées de l'arbre et se retrouver sur ta peau. Les feuilles et les fruits contiennent aussi cette toxine. Donc, ne te cache jamais sous cet arbre par mauvais temps. Les champignons, les arbustes et les fleurs ne poussent pas non plus près de cet arbre. Les animaux ne s'en approchent jamais. Les oiseaux ne s'assoient jamais sur ces branches. Le mancenillier résiste à l'eau et aux températures élevées. N'essaie jamais de le brûler. La fumée qui se dégage lors de la combustion est toxique et dangereuse pour les yeux. Les habitants de la région marquent cet arbre avec des cercles rouges. À ton avis, qui gagnerait entre un grizzly affamé et une baie mûre? Un tigre en colère et une jolie fleur? Un énorme python et un buisson verdoyant? La réponse n'est pas si évidente. Tu vas maintenant découvrir qui sont les vrais patrons de la jungle et des forêts. Rencontre les plantes les plus dangereuses de la Terre. Voici la ciguë aquatique. Elle pousse en Europe et en Amérique du Nord dans les zones marécageuses des champs et des prairies. Tu peux aussi trouver cette plante sur les rives des cours d'eau. Elle semble inoffensive, mais c'est l'une des plantes les plus toxiques qui soit. Les toxines de la ciguë aquatique peuvent causer des dommages importants à un adulte en moins de 15 minutes, mais seulement si tu l'avales. De nombreuses personnes la confondent par erreur avec l'artichaut, le céleri et l'anis.
Mais malgré son dangereux poison, la ciguë est aussi utilisée pour soigner les migraines et les troubles intestinaux. Cette plante a causé beaucoup de problèmes pour le bétail. La gératine élevée pousse dans les champs et les pâturages. Lorsqu'une vache la croque, la plante libère une toxine liposoluble. Ce poison pénètre non seulement à l'intérieur de l'animal, mais aussi dans le lait. Les jeunes veaux qui boivent le lait sont également atteints. Et ce lait empoisonné est aussi dangereux pour l'être humain. Le problème est que cette plante, originaire d'Amérique du Nord, est l'une des fleurs d'automne qui subsistent le plus longtemps. Aujourd'hui, dans les fermes modernes, le poison de cette plante n'est plus si dangereux. Mais sur les petits pâturages isolés, la gératine demeure le danger numéro 1. Nous connaissons 2 sortes de haricots, ceux que nous mangeons et ceux que Jack utilise pour se rendre au pays des géants. En plus de cela, il en existe également des toxiques. Ce sont les graines du ricin commun. Elles contiennent l'une des toxines les plus dangereuses au monde, la ricine. Dès qu'elle pénètre dans ton corps, elle bloque la production des protéines nécessaires à la vie. Et sans ces protéines, tes cellules cessent de fonctionner. Plus les cellules se détruisent, plus ton corps souffre. La graine de ricin libère cette ricine lorsqu'elle est pressée. Plusieurs fèves peuvent suffire à provoquer une déshydratation, un affaiblissement, des hallucinations, des convulsions et d'autres problèmes. Il suffit d'environ 7 graines pour causer des dommages critiques. Alors souviens-toi de leur apparence et ne les touche jamais si tu en vois dans les bois. L'une des plus belles plantes de la planète est aussi l'une des plus dangereuses. Il s'agit du laurier rose. Tout est toxique dans cette plante. La tige, la racine et la fleur rose. Même un tout petit morceau de cette plante peut conduire à un empoisonnement grave. Il n'est pas nécessaire qu'elle pénètre dans ton estomac pour créer de graves problèmes d'ailleurs. Il suffit d'un petit contact avec le jus de la fleur pour provoquer des allergies. Et n'essaie pas de la brûler, car la fumée du laurier rose a aussi des effets toxiques. Et maintenant, la plante la plus dangereuse du monde. Un seul contact avec elle te fera souffrir pendant plusieurs années, ou tu pourrais même en ressentir les conséquences toute ta vie. Le Dendrocnide moroides, également surnommé Gimpy Gimpy, ressemble à un buisson de bardane ordinaire, et pas du tout à quelque chose de toxique. Mais si tu te tiens à côté de cette plante, tu auras l'impression de suffoquer et d'avoir les yeux qui pleurent. Des milliers de minuscules poils vénéneux se trouvent sur les feuilles de cette plante. Ils sont si légers qu'ils peuvent rester suspendus dans l'air et se propager par le vent. Tu dois donc mettre un masque à gaz si tu veux regarder cette plante de près. Mais si tu touches ne serait-ce que légèrement le Gimpy Gimpy, tu auras de gros problèmes. Certains comparent une piqûre de Gimpy Gimpy à 30 piqûres de guêpe simultanées. Ces poils vénéneux pénètrent facilement sous la peau et provoquent des irritations et des douleurs. Le problème, c'est que tu ne peux pas les arracher. Lave-toi à l'eau et au savon, utilise une pommade désinfectante et tu verras que la situation ne fait qu'empirer. Les poils ne peuvent tout simplement pas être retirés, ils restent là, à libérer des toxines qui te rendent fou. Il n'existe pas d'antidote, car les chercheurs ne savent toujours pas quels sont les composants de cette toxine. Elle peut résister à des températures variées, et la sensation désagréable qu'elle provoque peut durer plusieurs heures, des jours, voire même des mois. Les personnes qui ont touché cette plante affirment que la douleur de la piqûre revient même après quelques années. Mais s'il est impossible de se débarrasser des poils, alors la seule solution est d'attendre qu'ils perdent leur toxicité. Sauf qu'il y a un autre problème. Tu peux arracher une feuille de Gimpy Gimpy avec des gants et la mettre en laboratoire. Tu la fais sécher et tu l'oublies pendant quelques années. Et voilà que se trouve devant toi une feuille flétrie et pratiquement détruite. Elle semble inoffensive à présent, mais détrompe-toi. Même après de nombreuses années, les poils restent à la surface de la feuille et conservent leurs propriétés toxiques. Le Gimpy Gimpy ne pousse qu'en Australie et en Indonésie. Il aime le soleil et les forêts vertes et denses. Autrefois, il représentait un grave danger pour les bûcherons et les touristes. Mais maintenant, tous les endroits où se trouve cette plante sont marqués d'un panneau d'avertissement. Et lors d'expositions botaniques, les scientifiques mettent cette plante sous verre pour que les gens ne la touchent pas. Les haricots paternosters ressemblent à des graines blanches avec un œil noir, ou à des graines noires ornées d'un œil blanc. Tu peux trouver ces plantes en Afrique, en Asie, en Australie et sur les côtés de l'océan Pacifique. Certaines espèces ont d'ailleurs été amenées en Floride et à Hawaï par l'homme. Et cette plante se trouve même dans les rues de certaines villes. Les haricots paternosters sont employés dans la création de bijoux et de certains jouets. Les gens qui portent de tels bracelets ne sont probablement pas au courant de la toxicité de ces graines.
Ce haricot, de même que les graines de ricin, contribue à la destruction des cellules. Il est intéressant de noter que les haricots paternosters sont utilisés non seulement comme décoration, mais aussi pour traiter certains problèmes de santé. Voici la seule plante toxique de la liste qui a vraiment l'air toxique. Et tu n'auras probablement aucune envie de la ramasser si tu la croises sur ton chemin. Regarde donc cette tige rouge qui ressemble à une artère ou un système nerveux hypertrophié. Et ses baies semblables à des yeux. Lactaea pachypoda a l'air bien intimidante. Sa structure interne est aussi dangereuse que son apparence le suggère. L'acné contient une toxine très dangereuse. Et plus elle pousse longtemps, plus sa composition devient toxique. Les composés chimiques de lactée ont un effet sédatif sur les muscles et sur le cœur. Cela signifie que ton corps se détend tellement qu'il cesse de fonctionner. Tu as probablement vu cette plante dans la réalité ou dans des documentaires. Les dionnées attrape-mouches figurent parmi les rares représentantes des plantes carnivores. Heureusement, elles ne sont pas aussi dangereuses pour l'homme que pour les insectes. Mais dans tous les cas, tu ne devrais pas mettre ton doigt dedans. Voici comment elle fonctionne. La plante ouvre la bouche. En son centre se trouve un pétale rouge à l'odeur parfumée. C'est un leurre. Une mouche ou un autre insecte le remarque et décide d'y goûter. Il grimpe à l'intérieur de la fleur. Mais la dionée ne se referme pas immédiatement. De minuscules poils sensibles à l'intérieur de la plante comptent les mouvements de la mouche. Si elle fait plus de 2 mouvements dans les 20 secondes, la plante referme sa gueule en un instant. Cet intervalle empêche la dionée de se refermer inutilement lorsqu'un déchet s'y dépose. La mouche se retrouve alors piégée. Les poils des mâchoires de la plante fonctionnent comme une cage, et la proie ne peut pas s'en échapper. La dionée injecte alors un suc digestif dans sa bouche qui désintègre la mouche. 5 à 12 jours plus tard, la plante s'ouvre à nouveau et attend son prochain déjeuner. La dionée peut se nourrir de mouches, de scarabées, d'araignées et même de petites grenouilles. La berce du Caucase cause les dégâts les plus importants de toutes les plantes. Elle est dangereuse, non pas pour l'individu, mais pour des forêts et des champs entiers. La berce du Caucase est une plante envahissante. Tout comme un parasite, elle se multiplie rapidement et détruit toutes les autres fleurs de la zone. Et les insectes ne se nourrissent pas de cette plante. Il est également compliqué pour les gens de la détruire, car la berce du Caucase provoque une réaction allergique cutanée. Elle pousse rapidement, elle est immunisée contre de nombreux poisons, et elle vit longtemps. La berce du Caucase peut atteindre la hauteur d'une maison d'1 étage et être profondément enracinée dans le sol. Elle libère ses graines et une légère brise les propage sur des kilomètres. Les chercheurs n'arrivent toujours pas à créer un moyen efficace de la combattre, et il n'existe rien qui puisse vaincre la berce du Caucase dans la nature. Du moins pour le moment. Le Texas abrite certains des animaux les plus étranges, les plus effrayants et les plus insolites dont tu aies jamais entendu parler. Cela peut paraître surprenant, mais cet état regorge de créatures que tu ne verras pratiquement jamais ailleurs. Jetons donc un coup d'œil aux plus étonnantes d'entre elles. Cette magnifique bête d'un bleu éclatant est appelée le dragon de mer bleue. Malgré ce nom impressionnant, cette créature est en fait minuscule. Elle n'est généralement pas plus grosse qu'un raisin. Tu peux le trouver sur la plage ou flottant à côté de toi dans l'eau. Mais n'oublie pas une chose. Aussi jolie que soit cette petite limace, ne la touche jamais. Un touriste a repéré quelques-uns de ces jolis dragons sur le rivage de l'île Mustang. Il s'est approché de l'un d'eux pour le filmer. Heureusement, il l'a remis à l'eau avant qu'il ne puisse le piquer. Sinon, cela aurait pu mal se terminer, car le dragon bleu des mers est venimeux. Malgré leur taille minuscule, leur piqûre peut être très puissante. Tout cela à cause de leur régime alimentaire. Leur plat préféré est la galère portugaise. Une méduse dont le venin est suffisant pour paralyser les petits poissons et les crustacés. Les dragons bleus utilisent d'abord du mucus pour neutraliser les fameuses cellules urticantes de la méduse. Ensuite, ils volent ces cellules dans les tentacules de la galère portugaise, les stockent et les concentrent dans leur propre tissu. Elles libèrent ensuite ces cellules urticantes au contact, ce qui rend leur piqûre plus puissante, voire pire que celle de la galère portugaise elle-même. Ces créatures impressionnantes sont également extrêmement sournoises. Même si leur apparence est pour le moins éclatante, elles sont des grands maîtres du déguisement. En effet, cette couleur bleu vif se trouve en fait sur leur ventre.
Lorsqu'elles flottent sur le dos, elles se fondent dans l'eau. Quant à leur dos, il est gris pour camoufler ces animaux sur le fond marin. Et maintenant, un fait amusant. Un groupe de petits dragons flottant ensemble s'appelle une flotte bleue. Autre info. Les dragons bleus pondent normalement une série d'environ 16 œufs, qui mettent quelques 3 jours à éclore pour devenir des larves. Les dragons de mer bleue atteignent et rarement le rivage. Ils ont un corps mou, et lorsque les animaux traversent enfin la zone de déferlement et sont déposés sur le rivage, ils sont déjà en morceaux. Mais attention, même dans ce cas, le venin contenu dans leur corps ne se dissipe pas. Mais bien sûr, les dragons de mer bleue ne sont pas les seuls animaux insolites qui peuplent le Texas. Regarde donc cette créature cauchemardesque, vénéneuse, visqueuse et quasiment immortelle. Je te présente le ver marteau. Et le pire ? Il se cache peut-être dans ton jardin pendant que tu regardes cette vidéo. Tu peux facilement reconnaître ce ver à sa tête effrayante en forme de pic. Il ne ressemble à aucun autre invertébré que tu connaisses, ni à aucune autre créature. Au début, on ne le trouvait que dans l'est du Texas. Mais par la suite, les chercheurs ont repéré ces créatures qui font froid dans le dos dans le nord, le centre et le sud du Texas, c'est-à-dire partout sauf dans les zones arides de l'ouest du Texas. L'un des aspects les plus terrifiants de ce ver est sans doute sa longueur. Cette créature peut atteindre une longueur de 30 cm. Heureusement, de tels géants ne sont pas très courants. La plupart des vers à tête de marteau ne mesurent que 15 cm. Au Texas, on peut rencontrer 2 espèces de ces vers, toutes deux dotées d'une bande sombre au milieu. La plus grande de ces 2 espèces se nourrit de vers de terre, ce qui constitue un problème important. Tu sais peut-être que les vers de terre jouent un rôle important dans le maintien d'un sol riche en minéraux et globalement sain. S'ils disparaissent, les plantes de CS région ne recevront pas les nutriments dont elles ont besoin. Même pour les humains et les animaux domestiques, rencontrer un ver marteau n'est pas non plus une expérience des plus agréables. Les marteaux sont les seuls invertébrés terrestres qui sécrètent une neurotoxine très dangereuse, la même que celle produite par les poissons globes. Grâce à la taille du corps humain, toucher un ver marteau ne te fera pas trop mal. Mais il peut quand même provoquer des picotements dans la main, voire l'engourdir. C'est beaucoup plus dangereux pour les animaux domestiques. Il est arrivé que des chiens mangent des vers à tête marteau et se sentent malades toute la journée. Il est intéressant de noter que ces vers sont originaires d'Asie du Sud-Est. Mais ils ont dû apprendre à faire de l'autostop puisque, au début des années 1990, on les trouvait déjà aux États-Unis. Garde à l'esprit que si tu veux te débarrasser d'un ver marteau, ce qui est la meilleure chose à faire, la pire idée est de le couper avec une pelle. En effet, les vers se reproduisent en se découpant en 2. Ainsi, en le coupant, tu multiplies en fait la population de vers, en transformant un ver en 2. C'est la raison pour laquelle les requins marteaux sont parfois décrits comme immortels. Ce qui est un peu exagéré puisque ces créatures ne peuvent pas survivre au vinaigre ou au sel. Même si tu es à l'abri du ver marteau dans l'ouest du Texas, cela ne veut pas dire que tu ne risques pas de rencontrer un autre animal dangereux, comme le pisse-vinaigre. Ces creatures sont également connues sous le nom de uropiges, et ce ne sont pas de vrais crustacés. Ce sont des arachnides. Qui l'aurait cru ? Quoi qu'il en soit, ces bestioles à 8 pattes ont une morsure vraiment désagréable. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Ce sort de homard terrestre, prépare-toi, pulvérise avec leur queue de l'acide à 85%, semblable à du vinaigre. La plupart du temps, elles le font pour se protéger. Mais c'est tout de même un geste peu amical, n'est-ce pas ? Une langouste peut également pincer un doigt qui s'est approché trop près avec ses grosses excroissances buccales. À la base de leur abdomen, les pisse-vinaigres ont une longue queue en forme de fouet. C'est pourquoi ces arachnides sont souvent appelés whip-scorpions, bien qu'ils ne soient pas apparentés aux scorpions et qu'ils n'aient pas de dents. Les pluies d'été attirent ces arachnides hors de leur terrier, à la recherche de nourriture et d'amour. Heureusement, les experts affirment que ces fausses langoustes ne sont pas toxiques pour l'homme, mais elles risquent fort de faire un peu de mal avec leurs grandes pinces qu'elles utilisent pour capturer les insectes. Les pisse-vinaigres peuvent être considérés comme utiles car ils mangent des mille-pattes, des grillons, des scorpions et des cafards. Ils chassent en détectant les vibrations de leur proie à l'aide de leurs longues pattes avant. Comme ces bestioles préfèrent sortir à la nuit tombée, il est peu probable que tu en vois une à la lumière du jour.
Mais si tu tombes sur l'une d'entre elles, regarde-la bien. S'il s'agit d'une femelle, il se peut qu'elle porte 7 petits sur son dos. Maintenant, imagine que nous sommes au milieu du printemps et que tu te promènes au milieu des fleurs et de la verdure. Soudain, tu aperçois quelque chose d'extrêmement bizarre sur le sol. L'animal a l'air mignon, duveteux et doux. L'envie de le toucher est irrésistible. Mais attention, la piqûre de la chenille velue peut être très dangereuse. Il s'agit de la chenille de Monsieur Opercularis. Il existe plusieurs espèces de chenilles urticantes au Texas. La chenille de la taie, la chenille de la limace du chêne épineux, la chenille de la selle et la chenille de la teigne de Io. Le fait de toucher l'une d'entre elles peut avoir des conséquences désagréables. Si tu as touché cette jolie chose velue dans le parc, tu ressentiras probablement une sensation de brûlure et développeras une éruption cutanée qui va te gratter. Dans le pire des cas, tu devras même te rendre aux urgences. Le principal problème est que les gens réagissent très différemment aux toxines des chenilles. Certaines personnes peuvent développer des réactions plus graves que d'autres. En outre, la gravité des conséquences dépend également de l'épaisseur de la peau dans la zone touchée. Dans la plupart des cas, les sensations désagréables et l'éruption cutanée disparaissent en quelques heures ou parfois en quelques jours. Le bon côté des choses, c'est que ces chenilles se transforment ensuite en papillons de nuit et en papillons qui contribuent à la pollinisation des fleurs et des arbres. Se débarrasser de ces bestioles n'est pas un bon service à rendre à sa région. Les spécialistes sont convaincus que la rencontre avec une chenille urticante n'entraînera rien de grave si l'on garde à l'esprit la règle suivante. Si une chenille a l'air floue, ne la touchez pas. Et la meilleure solution pour faire face à ces créatures est d'éduquer les gens sur ce que sont ces chenilles, à quoi elles ressemblent et pourquoi il est dangereux de les toucher avec des mains non protégées. Regardez cette mignonne créature. Elle a l'air totalement inoffensive, n'est-ce pas? Pourtant, sachez que les apparences sont trompeuses. La pieuvre aux anneaux bleus est une espèce extrêmement venimeuse. En effet, il s'agit de l'un des animaux marins les plus venimeux au monde. Ces créatures vivent dans les fonds rocheux et rivages à marée basse et les récifs coralliens. Malgré leur petite taille de 13 à 20 cm, elles sont très dangereuses pour l'homme si elles sont provoquées, car leur venin contient une puissante neurotoxine appelée tétrodotoxine. Lorsque l'animal se sent menacé, son premier réflexe est de fuir. Mais si la menace persiste, par exemple, si vous n'abandonnez pas l'idée de ramasser le poulpe, il se met en position de défense et exhibe ses anneaux bleus. Si la pieuvre est acculée et approchée, elle peut mordre son agresseur, ce qui peut se terminer très mal. Le contact avec la tétrodotoxine peut avoir des conséquences ou graves et entraîner parfois une paralysie totale du corps, c'est-à-dire que la victime est parfaitement consciente de ceux qui l'entourent, mais est incapable de bouger. La victime reste consciente et alerte, mais à cause de sa paralysie, elle n'a aucun moyen d'appeler à l'aide ou d'indiquer qu'elle est en détresse. Il est intéressant de noter que lorsqu'elle ne se sent pas menacée, la pieuvre aux anneaux bleus est marron, voire d'un ton plus pâle. Cela dit, dès qu'elle se sent en danger, elle prend une apparence psychédélique. Ce comportement est dit aposématique. En d'autres termes, l'animal arbore des couleurs vives pour avertir les autres qu'ils ne vivront pas assez longtemps s'ils s'attaquent à lui. Bien entendu, la pieuvre aux anneaux bleus n'est pas le seul animal dangereux d'apparence inoffensive. Regardez par exemple cette créature. Avec son duvet qui lui donne un air de pluche, cet animal a l'air adorable. L'envie de le toucher est irrésistible. Mais attention, le dard de la chenille velue peut être très efficace. On l'appelle la chenille-chat. Sous cette fourrure se cachent des épines dotées de cellules urticantes comme celles des méduses. Les réactions aux toxines des chenilles sont très différentes d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent développer des réactions plus graves que d'autres. De plus, l'étendue des effets dépend également de l'épaisseur de la peau de la zone affectée. Dans la plupart des cas, les sensations désagréables et l'éruption cutanée disparaissent en quelques heures, ou parfois en quelques jours. L'animal suivant sur notre liste est la grenouille de la famille des Dendrobatidae. Il existe plus de 170 espèces de ces grenouilles, et, curieusement, toutes ne sont pas vénéneuses. Celles qui le sont sécrètent des toxines extrêmement dangereuses à travers leur peau. La bonne nouvelle, c'est que les grenouilles n'utilisent jamais ces toxines pour chasser ou attaquer, mais uniquement pour se défendre. Les experts n'en sont pas certains, mais ils supposent que la capacité des grenouilles à produire ces toxines
pourrait provenir d'un régime alimentaire riche en animaux contenant des toxines, comme les mille-pattes ou les fourmis. Les peuples indigènes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud frottent leurs flèches et leurs fléchettes sur les grenouilles pour obtenir une pointe empoisonnée. Ce qu'il faut retenir, si vous touchez une de ces grenouilles, demandez immédiatement de l'aide. Surtout s'il s'agit de la coquille de Colombie, la plus toxique de toutes. La seiche flamboyante est la seule espèce de seiche venimeuse connue. Cette créature possède des tissus musculaires incroyablement venimeux, malgré sa taille minuscule, de 5 à 8 cm maximum. Il s'agit d'un animal sous-marin brun foncé doté de 2 tentacules à bout aplati et de 8 bras équipés de ventouses. Ces bras contiennent parfois du violet et du jaune. Quoi qu'il en soit, le mieux est d'éviter de s'approcher de ces créatures intrigantes, et vous serez en sécurité. Escargot prédateur, le cône est un animal très lent. C'est la raison principale pour laquelle ils n'ont aucun moyen de capturer leur proie mécaniquement. Ils ne sont pas capables d'attraper un autre animal ou de le mordre. Par conséquent, cet escargot marin a développé un venin puissant qui l'aide à survivre. Fait fascinant concernant ces créatures. Parmi près d'1 millier d'espèces, les toxines produites par chacune d'entre elles sont toutes différentes. Bien que le cône conique n'ait pas de croc, ils possèdent une dent en forme de harpon recouvert de venin, qu'ils utilisent même pour piquer leur proie. Une structure en forme de tube se trouve à l'extrémité d'un bulbe à venin. Cette dent peut jaillir du tube à une vitesse stupéfiante de 643 km/h. Le fait d'être lent ne dérange donc pas ces escargots marins. Et comme chaque espèce a un venin qui lui est propre, certaines d'entre elles peuvent infliger une piqûre mineure, tandis que d'autres peuvent nuire gravement à votre santé. Par exemple, pour ce petit escargot qui vit dans les récifs, le venin que sa dent en forme de harpon libère en piquant sa proie n'a pas de remède connu à ce jour. Si l'on vous parle de poisson-globe, vous imaginez probablement une créature en forme de ballon, recouverte d'impressionnantes épines. Sachez que sous ces drôles de pics se cache une créature vicieuse. La partie la plus dangereuse de cette créature est son poison, considéré comme l'un des, sinon le, plus dangereux et le plus puissant au monde. La bonne nouvelle, c'est que vous ne serez pas empoisonné si vous ne mangez pas le poisson. Mieux vaut donc s'en tenir au rouleau californien. Maintenant, regardez cet insecte et essayez de ne jamais vous en approcher. Il s'agit du frelon géant japonais. Cette créature de taille monstrueuse, qui peut atteindre près de 5 cm de long, est connue pour être très agressive. Son dard impressionnant contient suffisamment de venin pour rendre la piqûre très, et je dis bien très, douloureuse. Certaines personnes ne survivent pas à la piqûre de cet insecte. Même si son venin n'est pas le plus puissant qui existe, la grande taille de la créature rend la dose importante. De plus, si ce n'est pas un, mais plusieurs frelons qui vous attaquent, les conséquences risquent d'être dramatiques. Le frelon géant n'est pas nécessairement hostile aux personnes ou aux autres animaux, mais il vous piquera si vous le provoquez. Ah, cette magnifique créature d'un bleu éclatant est appelée le dragon bleu. Malgré ce nom effrayant, cette créature est en fait minuscule et n'est généralement pas plus grosse qu'un grain de raisin. Vous pouvez le trouver sur la plage ou flottant à côté de vous, dans l'eau. Mais n'oubliez pas une chose, aussi jolie que soit cette petite limace, ne la touchez jamais. Malgré sa taille minuscule, sa piqûre peut faire très mal. Et tout cela à cause de leur régime alimentaire. Leur plat favori est la galère portugais, une méduse dont le venin paralyse les petits vers, les poissons et crustacés. Les dragons bleus utilisent d'abord du mucus pour neutraliser les fameuses cellules urticantes de la méduse. Ensuite, ils volent ces cellules aux tentacules de la galère portugaise, les stockent et les concentrent dans leur propre tissu. Elles libèrent ensuite ces cellules urticantes en ça de contact, ce qui rend leur piqûre encore plus puissante, voire pire que celle de la galère portugaise elle-même. Ces créatures impressionnantes sont également extrêmement sournoises. Et elles sont de couleur vive, mais sont des maîtres du déguisement. En effet, ce bleu éclatant se trouve en fait sur leur ventre. Lorsqu'elles flottent sur le dos, elles se fondent dans l'eau, mais leur dos gris leur sert de camouflage à la surface de la mer. Originaire d'Australie, la méduse Irukandji est minuscule et semble totalement inoffensive. Pourtant, les apparences sont trompeuses, et ce petit être, de la taille de l'ongle d'un pouce humain, est en réalité extrêmement dangereux. Pendant la saison haute, qui s'étend de novembre à mai, des tonnes de plages sont fermées à cause de ces petites créatures. Tu te détends sur la plage quand soudain tu remarques une énorme volée d'oiseaux. Ils sont très excités par quelque chose près de l'eau. L'envie te prend d'aller voir ce qui se passe là-bas.
voici un conseil. Retourne t'asseoir et reste loin de l'eau. Je comprends, tu penses que tu es assez fort pour supporter quelques coups de bec d'une mouette. Mais ce ne sont pas les oiseaux qui m'inquiètent. C'est ceux qui se cachent sous l'eau. Les poissons sont la base de nombreux régimes alimentaires dans le règne animal, que ce soit au-dessus ou en dessous de l'océan. Le thon, le calamar et le poulpe, ainsi que les mammifères marins comme les phoques, se nourrissent d'une grande variété de petits poissons. Ils aiment particulièrement des espèces telles que le tassergale et le bar rayé. Mais ils sont également le repas préféré d'un autre ultra-prédateur. C'est pourquoi tu ne devrais pas accompagner ces oiseaux au bord de l'eau. Si tu le fais, tu risques de rencontrer une créature qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres de long. C'est 3 fois la taille d'un humain moyen. Ce sont les références de taille d'un grand requin blanc. S'il y a des poissons dans les parages, ils peuvent remonter à la surface de l'océan pour se nourrir. Le grand requin blanc possède la plus forte force de morsure de tous les animaux. La seule autre espèce animale qui s'en approche est le crocodile d'eau salée. Et leur capacité à mordre est très forte. Les scientifiques pensent qu'elle est 100 fois plus supérieure à celle d'un humain. Ils n'utilisent même pas les narines situées sous leur museau pour respirer. Elles ne servent qu'à faire d'eux des super renifleurs de compétition. Heureusement, nous ne sommes pas le repas préféré des requins. Et la créature ne fait pas tout son possible pour nous chasser. Les chasseurs affirment que les chances d'être attaqués par un requin ne sont que d'1 sur 3,7 millions. Ouf! Lorsque des rencontres malheureuses entre requins et humains se produisent, un requin peut confondre un humain avec un phoque ou un bar rayé de très grande taille. C'est pourquoi tu devrais rester à l'écart de ces oiseaux et poissons et laisser les animaux vivre. Tu te concentres juste sur ton bronzage dans ta chaise longue. Donc je suppose que ça veut dire que les requins ont une mauvaise vision. Pas tout à fait. Leur vision en eau claire est jusqu'à 10 fois meilleure que celle des humains qui nagent dans le même environnement. La structure de l'œil d'un requin est assez similaire à celle de notre œil. Il se compose d'une cornée, d'un cristallin, d'une rétine, d'un iris bleu profond et d'une pupille. Leurs yeux possèdent 2 types de photorécepteurs, les bâtonnets responsables de la vision à faible niveau de lumière et les cônes plus actifs à des niveaux de lumière plus élevés capables de voir les couleurs, tout comme les humains. Bien que nous ne soyons pas trop certains de la performance des bâtonnets et des cônes chez les requins, la recherche a montré qu'ils ne possèdent qu'un seul type de cône. Cela signifie qu'ils n'ont probablement pas une vision en couleur comme les humains. Cela pourrait expliquer pourquoi ils peuvent parfois confondre les humains avec d'autres créatures. Mais bon, qui est vraiment concentré lorsqu'il est sur le point de dévorer son dîner? Les yeux des requins possèdent également un tapetum lucidum. Il s'agit d'une couche de cristaux miroirs située derrière la rétine du requin. Ces cristaux permettent au requin de voir parfaitement bien dans une lumière extrêmement faible et dans une eau trouble. Les cristaux reflètent la lumière entrante, ce qui donne aux bâtonnets de la rétine une deuxième chance de détecter la lumière qu'ils auraient pu manquer la première fois. Fait amusant, les chats ont également un tapetum lucidum. C'est pourquoi les yeux de ton chat brillent dans le noir lorsque tu les éclaires. Un autre signe révélateur de la présence de requins dans les eaux des environs est la présence de baleines. Les requins sont connus pour traquer ces créatures sur plus de 160 km. Ils suivent les groupes de baleines et attendent que l'une d'entre elles devienne vulnérable avant de frapper de manière implacable. Alors, leçon apprise ? Si tu vois maintenant des oiseaux au bord de l'eau, ce n'est probablement pas une bonne chose. Contrairement à ce qui se passe lorsque tu vois des milliers d'oiseaux qui volent ensemble dans le ciel. C'est ce qu'on appelle un murmure. On peut voir des milliers d'étourneaux s'unir dans le ciel, se déplacer à l'unisson, plonger et dévier en même temps. C'est comme s'ils participaient à une sorte d'épreuve de synchronisation aux Jeux Olympiques des oiseaux. Cela se produit lorsque les oiseaux commencent à se percher sur des fils ou des arbres. Cela peut se produire dès le mois de septembre dans certains endroits et jusqu'à la fin du mois de novembre dans d'autres. Et un plus grand nombre d'oiseaux se joignent au spectacle nocturne à cette époque. Ils font ça pour nous divertir ? Pas vraiment. Se regrouper dans le ciel permet de se protéger des prédateurs comme les faucons. Il peut aussi faire froid quand on est aussi haut. Les oiseaux se rassemblent donc par milliers pour se réchauffer et échanger des informations sur les sites de nourriture potentiels. D'accord, dans ce cas, un énorme groupe d'oiseaux ne signifie rien de mal. Mais si tu en vois un jour voler vers toi dans une zone boisée, il est probablement temps de quitter les lieux. Les oiseaux et autres animaux fuient les zones de feu de forêt. Certains animaux, comme les amphibiens, peuvent en fait rester dans le feu. Au lieu de fuir pour sauver leur vie, ils creuseront le sol pour y échapper.
mais presque tous les animaux feront de leur mieux pour partir. Oh, et n'oublie pas de sortir du chemin pendant que tous ces animaux courent vers toi. Pourquoi on ne passe pas des oiseaux aux requins ? Oui, nous savons maintenant que s'il y a des oiseaux près de la surface de l'océan, les requins seront possiblement assez proches aussi. Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas de requins à proximité ? Si tu te trouves dans l'océan et que tu vois des requins se diriger vers le fond de l'océan, cela peut être le signe qu'un ouragan ou une tempête tropicale est en route. Les requins peuvent sentir la baisse de la pression barométrique qui accompagne la tempête. Ils pourraient donc commencer à s'éloigner de la zone de turbulence. Les requins ne se soucient pas vraiment des humains. Ils ne s'approchent donc pas de nos plages de sable ou de nos villes. Ils les craignent. Ce sont des créatures très intelligentes qui savent que plus elles s'enfoncent dans l'océan, plus elles sont en sécurité. Mais l'océan n'est pas toujours le meilleur endroit où aller en cas d'urgence. Par exemple, si tu croises des créatures marines qui vivent habituellement dans l'eau et qui se reposent au hasard sur le sable, ne t'aventure pas dans l'eau. C'est un signe que l'eau est potentiellement toxique. Il est possible qu'une marée rouge se rassemble dans l'eau près de la plage. Les marées rouges se produisent partout dans le monde, mais une espèce d'algue les provoque surtout dans le golfe du Mexique. Une marée rouge se produit lorsque l'eau est remplie d'une quantité d'algues toxiques supérieure à la normale. Elle peut rendre l'eau rougeâtre ou brune, mais parfois la couleur de l'eau est normale. Si tu vas dans l'eau, tu peux ressentir une irritation respiratoire comme de la toux ou une démangeaison de la gorge. Si cela t'arrive, tu dois te rincer soigneusement la bouche avec de l'eau fraîche. En parlant d'eau, les grenouilles sont célèbres pour leur couassement, mais si tu les entends couasser beaucoup plus que d'habitude, c'est peut-être parce qu'il va bientôt pleuvoir. Selon une théorie, cela pourrait être lié à leur processus d'accouplement. Ils le font en premier, puis pondent des œufs dans des étendues d'eau douce. Une bonne pluie signifie plus de terrain aquatique pour les grenouilles. C'est pourquoi les grenouilles mâles invitent les dames à un rendez-vous avant les averses avec une symphonie de couassement. Si tu entends un grand nombre de bourdonnements, cela signifie que les abeilles sont plus actives que d'habitude et qu'un orage est peut-être en route. Lorsqu'elles sentent que l'orage approche, les abeilles se mettent à travailler encore plus fort et plus vite pour récolter plus de nectar avant l'orage. Et une fois qu'elles ont fini, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie, même s'il n'y a aucun signe évident de celle-ci. Leur secret réside dans des poils supersensibles situés dans leur dos, capables de capter les accumulations électrostatiques d'un nuage d'orage. Quelque chose d'intéressant s'est récemment produit dans le Dakota du Sud. C'était partout sur Internet, donc tu en as peut-être entendu parler. En juillet 2022, le ciel de cet État est soudainement devenu vert. Que s'est-il passé exactement ? Est-ce que ça a été causé par les humains ou par la nature ? Découvrons-le. Mardi 5 juillet 2022. Peu après une forte tempête, le ciel du Dakota du Sud était encore couvert. Les habitants ont fini par sortir de chez eux et ont vu que le ciel avait pris une teinte vert foncé intense. Ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Ils ont dit qu'ils avaient l'impression d'être dans un film de science-fiction. Sans surprise, les habitants ont immédiatement commencé à diffuser la nouvelle sur tous les réseaux sociaux. Ils ont partagé leurs magnifiques mais étranges photos sur Twitter. Elles montraient le ciel au-dessus de Sioux Falls et de quelques autres villes. Même si cela peut ressembler à quelque chose de surnaturel, ce n'est pas du tout un phénomène terrifiant. C'est un simple jeu entre la lumière et l'atmosphère. Mais un tel phénomène arrive assez rarement et signifie généralement que du très mauvais temps approche. Et c'était le cas dans le Dakota du Sud. Juste avant que les gens ne commencent à partager leurs photos, une tempête a balayé la ville de Sioux Falls. Cela a été confirmé par le service météorologique américain. Cet ouragan était terrible. La vitesse du vent était d'environ 160 km/h. Selon l'échelle de Beaufort, mesurant la vitesse des vents, il s'agit de la tempête la plus rapide et la plus destructrice. Il n'y a que 12 niveaux sur cette échelle, et si la vitesse du vent dépasse 117 km/h, c'est qu'on a atteint le niveau maximal. Pourquoi ça n'a pas fait la une des journaux ? Parce que c'est plutôt habituel dans cette région. Les orages se produisent très souvent aux États-Unis, surtout pendant les mois les plus chauds. Et un orage sur 10 peut devenir quelque chose de plus sérieux comme une tornade. Celui-ci n'était pas une exception. Il s'agissait du fameux derecho.
Le derecho est très répandu et de longue durée. Il s'agit en fait de la combinaison d'un groupe d'orages violents se déplaçant rapidement et de pluies diluviennes. Les gens disent souvent qu'un derecho est aussi fort qu'une tornade. Pourtant, il y a une différence entre les deux. Une tornade est un vortex, une colonne d'air en rotation. Son diamètre est d'environ 150 mètres, bien qu'il puisse atteindre jusqu'à 4 km. Et dans ce cas, il vaut mieux être loin. Mais le point principal est que les tornades tournent. Le vent se déplace très rapidement et de façon circulaire autour d'un centre invisible. Un derecho est un orage fort ou un système d'orage fort avec des vents en ligne droite. En d'autres termes, il ne tourne pas. Au lieu de cela, le derecho choisit un point quelque part et y court simplement, comme un marathonien très motivé. Si on compare un derecho à une tornade ordinaire, cette dernière a 6 niveaux de force, de 65 à 600 km/h, tandis qu'un derecho est un peu comme une petite tornade de niveau moyen 1 ou 2. Habituellement, sa vitesse est comprise entre 115 et 180 km/h. Et dans les deux cas, ils peuvent être accompagnés d'orages violents, d'éclairs et de pluie. Mais ce sont tout de même des phénomènes différents. Une tempête devient un derecho si la traînée de dégâts qu'elle laisse dépasse 385 km de distance et si la vitesse du vent est d'au moins 95 km/h. Il est assez difficile à prévoir. Il peut se former même par temps clair lorsque les météorologues ne prévoient pas de tempête. Et puis les vents apparaissent soudainement. C'est tellement surprenant qu'ils peuvent même sembler explosifs. Mais le service météorologique national essaie d'avertir les habitants au moins une demi-heure ou une heure avant que cela ne se produise, afin qu'ils aient le temps de se préparer et de se mettre à l'abri. Ce n'était pas différent cette fois-ci. La tempête a balayé presque tout le Dakota du Sud, ainsi que les États voisins du Minnesota et de l'Iowa. Les conséquences ont été assez sérieuses. Plus de 30 000 personnes se sont retrouvées sans électricité. Heureusement, personne n'a été blessé, notamment parce que les habitants sont plutôt habitués au derecho. Cependant, le ciel vert est quelque chose de différent. C'est devenu un spectacle très inhabituel pour les habitants. Tout le monde se demandait pourquoi cela arrivait. Était-ce un mauvais présage ou un phénomène météorologique normal ? Pour être tout à fait honnête, les scientifiques n'ont pas d'explication exacte. Mais bien qu'il n'y ait que des hypothèses, elles semblent plutôt convaincantes. Un ciel vert est un phénomène très rare. La plupart des scientifiques pensent que cela se produit lorsqu'une puissante tempête s'approche de la région avant le coucher ou le lever du soleil. Le ciel devient alors vert dans la zone. Le météorologue de NBC, Bill Karins, qui a lui-même été confronté à un événement similaire, suggère que le ciel vert est apparu à cause de l'énorme grêle qui a précédé la tempête. Tout d'abord, parlons de la raison pour laquelle le ciel est généralement bleu, ou toute autre nuance selon son humeur. Le soleil transporte simultanément tous les rayons du spectre des couleurs. Il peut nous sembler blanc, mais il possède en fait toutes les couleurs en même temps. Cependant, ces ondes de couleurs ont toutes des longueurs différentes. Par exemple, les rayons bleus sont plus courts que les autres. Ils traversent mieux les molécules d'air que les ondes rouges, si bien qu'ils nous atteignent plus rapidement. C'est pourquoi par temps clair, le ciel semble bleu. À l'inverse, les ondes de couleur rouge et orange sont très longues et se déplacent plus lentement. Elles sont donc généralement laissées derrière. Mais lorsque le soleil passe sous l'horizon ou se lève, la direction des rayons change et ces ondes nous atteignent mieux. Tout cela signifie que même si les levées et couchers de soleil nous semblent rouges et oranges, il y a en réalité toujours des ondes bleues et vertes. Mais elles doivent rebondir sur quelque chose pour nous atteindre plus rapidement et devenir plus fortes que les rayons rouges. Tu as compris où on veut en venir. C'est là que l'eau entre en jeu. Les nuages sont constitués de gouttelettes d'eau. Lorsqu'elles deviennent suffisamment grosses, mais ne tombent pas encore, par exemple à cause de vents forts, elles affectent le comportement de la lumière dans le ciel. Les tempêtes violentes sont principalement composées d'eau et de grêle. Or, c'est l'eau qui reflète le mieux les rayons bleus et verts.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'eau des rivières et des lacs nous semble bleu-vert, alors qu'en réalité, elle est transparente. Il y a donc quelques facteurs clés qui font en sorte que le ciel peut devenir vert. Tout d'abord, le soleil doit être au niveau de l'horizon. Un autre facteur est que même si les nuages d'orage approchent, ils ne doivent pas couvrir complètement le ciel. Il doit encore y avoir un peu de place pour les rayons du soleil. Ensuite, des rayons bleus à peine perceptibles se dirigent vers les nuages d'orage, mais ils sont repoussés par les gouttelettes d'eau et la grêle. En se mélangeant avec le coucher de soleil rouge, ils se transforment en une lumière verte brillante. Et cette lumière verte se répand dans tout le ciel. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, lorsque le ciel devient vert, les gens ne peuvent le voir que le soir. Cela peut éventuellement se produire en milieu de journée, mais c'est très rare, étant donné que les conditions sont très spécifiques. Quoi qu'il en soit, si tu vois un ciel vert, pas de panique. Cela ne signifie pas forcément qu'une terrible tempête est en approche. La probabilité est élevée, mais ce n'est pas une règle absolue. Il peut simplement s'agir d'une forte pluie ou d'une forte grêle. En d'autres termes, si tu vois un ciel vert, tu ferais mieux de te mettre à l'abri et de mettre ta voiture à l'abri. Mais si tu as la chance de pouvoir admirer un magnifique ciel vert depuis le confort de chez toi, profites-en. Car tu auras eu la chance de vivre quelque chose de très rare. Certaines personnes ont dit que c'était la chose la plus incroyable qu'elles aient jamais vue. Ah, magnifique! Tu te promènes avec ton ami et tu regardes le ciel. Le soleil semble un peu différent aujourd'hui, comme s'il y avait une sorte d'anneau autour de lui. Regarde ça! Ton ami lève la tête de son téléphone. Tu ne devrais pas regarder directement le « Stop !» dit-il soudainement. C'est un halo. Il faut trouver un abri maintenant, à moins que tu n'aies le plus grand parapluie du monde sur toi. Un halo solaire est un signe de la nature indiquant qu'une tempête de neige ou de pluie se prépare. Il est causé par les nuages constitués de milliards de petits cristaux de glace. La lumière du soleil traverse ces cristaux, si bien qu'elle se divise et se réfracte, comme lorsqu'il y a un arc-en-ciel. Ne regarde pas directement le halo solaire. C'est tentant car ce n'est pas quelque chose que tu vois tous les jours. Et puis, c'est vraiment beau. Mais les rayons ultraviolets peuvent brûler les tissus exposés de ta rétine et causer de graves dommages à tes yeux. Alors ça n'en vaut pas la peine. Ou alors mets des lunettes de soleil. Ce phénomène dure environ 40 minutes. Ces nuages sont d'ailleurs les mêmes que ceux qui peuvent parfois provoquer un anneau effrayant autour de la Lune la nuit. En juin 2020, les gens ont vu un nuage enclume, une formation orageuse rare dans le ciel. Formé lorsque de forts courants d'air transportent la vapeur d'eau vers le haut, l'air se dilate et s'étale lorsqu'il atteint le bas de la stratosphère. Il pousse le nuage dense en lui donnant cette forme d'enclume et parfois il devient même un champignon. Les nuages en forme d'enclume produisent certains des éclairs les plus dangereux de tous les orages. Ces éclairs semblent sortir comme par magie du ciel bleu alors que l'orage se trouve à plusieurs kilomètres de distance. Ce type d'éclair provient du sommet de l'enclume et peut être 10 fois plus puissant qu'un coup de foudre standard. Les gens ont été tellement effrayés par le nuage géant qu'ils ont pensé que quelque chose de terrible avait dû se produire. Ils ont publié des photos du monstre sur les réseaux sociaux avant que les autorités ne puissent expliquer ce qui se passait. Les experts ont réussi à calmer les craintes de tout le monde en expliquant que ce n'était rien de plus qu'un phénomène naturel, tout impressionnant soit-il. Avant de se dissiper, ces nuages restent généralement dans une même zone, quelle que soit la force du vent. Si tu vas vers la côte ouest de la France, tu trouveras l'île de Ré. Grâce à ses belles eaux bleues, ses plages de sable propre et ses phares étonnants, cet endroit est un lieu de vacances très populaire. Mais ce qui est peut-être le plus étonnant sur l'île de Ré, c'est ce qu'il y a juste au bord du rivage, des vagues carrées. Cet étrange motif de vagues ressemble à un échiquier géant sur l'océan. De nombreux visiteurs de l'île sont captivés par ces vagues et se rendent dans des endroits élevés comme les phares voisins pour prendre des photos de ce phénomène naturel. Ils affirment que lorsqu'on voit ces motifs carrés dans l'eau, c'est presque comme s'il y avait une sorte de grille métallique en dessous. Mais même si ces motifs de vagues sont fascinants, il vaut mieux les admirer de loin et rester hors de l'eau. Pour comprendre comment ces vagues carrées se forment, il est important de savoir comment les vagues se produisent en premier lieu. En général, les vagues peuvent parcourir plusieurs kilomètres à la surface de l'eau en fonction des vents et de la météo.
Et même les jours où le temps semble plutôt calme, les tempêtes situées au loin peuvent envoyer des vagues déferlantes qui affectent les eaux calmes du rivage. Lorsque les vagues se déplacent vers les rivages de terre lointaines, on appelle cela la houle, ce qui est différent d'une vague qui se produit à cause d'un vent local. Lorsque deux houles différentes venant de directions différentes se rencontrent, on appelle cela une mer croisée. C'est ce qui génère ces vagues carrées que l'on observe près de l'île de Ré. Bien que ces vagues soient l'une des raisons pour lesquelles les gens affluent sur l'île, ils peuvent tout de même s'attendre à profiter d'eau calme et relaxante la plupart du temps. La mer croisée ne se produit qu'à certaines périodes de l'année, dans des conditions météorologiques spécifiques. De plus, tout le monde sait à Ré qu'il faut éviter l'océan lorsque ces vagues carrées apparaissent, de sorte qu'il n'est pas si fréquent d'entendre parler de victimes qui se sont faites piéger. Et comme beaucoup de gens sur l'île sont des touristes, il y a beaucoup de panneaux pour les avertir de sortir de l'eau pendant cette période. Cependant, tout le monde ne reçoit pas forcément l'information. Il y a eu quelques cas où des personnes ont été prises dans la mer croisée, mais par chance, elles ont réussi à s'en sortir. Ces vagues carrées sont devenues relativement célèbres au fil du temps, étant donné qu'aucun autre endroit au monde ne peut se vanter d'avoir une mer croisée comme celle-ci. En fait, personne n'a jamais repéré de vagues carrées ailleurs qu'au large de l'île de Ré. Pourtant, il existe des houles dans tous les océans du monde, et une mer croisée peut avoir lieu n'importe où. Mais si l'angle avec lequel elles s'approchent l'une de l'autre est plus faible, la vague peut donner l'impression de venir de la même direction, même si ce n'est pas le cas. Sans compter que les houles peuvent perdre lentement leur élan à mesure qu'elles dérivent de plus en plus loin, de sorte que leur crête, ou le sommet de la vague, semble plus ronde et moins définie. Les régimes de vent et de météo spécifiques de l'île de Ré créent les conditions parfaites pour engendrer une mer croisée que les gens peuvent clairement reconnaître. Nous sommes en 2009, en Italie. Depuis sa cuisine, un homme voit des lumières vacillantes. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Il emmène sa famille dans un endroit sûr. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre frappe la région. Sa famille a survécu grâce à sa réaction rapide. Il savait que ces lumières vacillantes étaient le signe d'un séisme imminent. Les gens voient ces lumières mystérieuses depuis des lustres, et certains pensaient que c'était une sorte de signe venant de l'espace. Les scientifiques ne les prenaient pas au sérieux, mais après l'invention de la photographie, de plus en plus de preuves de ces étranges lumières sont apparues. Bientôt, ils ont compris le lien. Les lumières apparaissent et, très vite, le tremblement de terre frappe. Après avoir un peu creusé, ils ont en fait trouvé des témoignages très anciens de ces lumières de séisme. On raconte que des flammes bleutées sortaient du sol juste avant un tremblement de terre. Les crabes de l'île Christmas participent à un phénomène étonnant une fois par an. Leur période de migration est déterminée par la phase de la Lune et les premières pluies entre octobre et février, bien que la date précise ne puisse pas être prédite. Une fois que les crabes ont reçu le signal, ils quittent leur habitat dans la forêt et migrent en horde massive vers la mer. Se comptant par millions, on peut observer une mer de crabes rouges bloquant les routes alors qu'ils traversent l'île, se frayant un chemin vers l'océan. Là, ils pondent leurs œufs, puis reprennent leur chemin en sens inverse, retournant dans la forêt jusqu'à l'année suivante. Dans l'état indien de Meghalaya, il y a des ponts qui sont entièrement faits de racines d'arbres vivants. Les ponts sont constitués de ces racines épaisses et enchevêtrées qui sont assez solides pour supporter le poids de plus de 50 personnes à la fois. Les tribus Kasi et Jaintia sont passées maîtresses dans l'art de faire pousser ces ponts insensés. Ils en ont besoin pour traverser plus facilement les ruisseaux qui coulent en contrebas. Certains de ces ponts racines ont plus de 180 ans. Pour les fabriquer, les membres des tribus prennent soin des racines jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment longues pour atteindre la rive opposée. Cela peut prendre jusqu'à 10 ou 15 ans pour faire pousser un pont. Au cours du processus, les racines s'entrelacent étroitement les unes avec les autres et c'est comme ça que les ponts deviennent si solides. Et une fois qu'un pont est complètement formé, il peut durer plus de 500 ans. Alors que certaines racines se décomposent, de nouvelles poussent continuellement. C'est pourquoi ces constructions naturelles inhabituelles durent si longtemps. Les colonnes lumineuses sont des faisceaux de lumière colorée qui jaillissent de la Terre vers le ciel ou qui brillent depuis les nuages. Habituellement, ils ne se produisent que par temps froid, car ils se forment lorsque la lumière du soleil se reflète sur des cristaux de glace flottant dans l'air. Plus les cristaux sont hauts dans les airs, plus ces colonnes lumineuses et colorées deviennent grandes.
elles sont plus fréquentes au lever et au coucher du soleil. Dans le monde entier, il y a des grottes cachées qui sont remplies de lumière phosphorescente. Cette lumière provient de centaines de vers luisants qui se sont installés confortablement dans ces grottes. Certaines de ces grottes ont plus de 30 millions d'années et la plupart d'entre elles se trouvent en Nouvelle-Zélande et en Australie. Les vers eux-mêmes ne brillent pas vraiment, mais les bébés vers, appelés larves, fabriquent des brins de soie faits de mucus. Ces brins forment des filets et ce sont ces filets qui peuvent illuminer toute la grotte. Leur but est d'attirer des mouches et d'autres insectes savoureux dont les vers luisants se régalent. Les arbres arc-en-ciel existent bel et bien. Originaires des Philippines et d'Indonésie, ces merveilles colorées sont appelées eucalyptus arc-en-ciel. Les couleurs sont créées par le contraste de l'ancienne et de la nouvelle écorce. Lorsque les fines couches superficielles de l'écorce s'écaillent, elles révèlent de nouvelles écorces aux couleurs plus vives. L'écorce la plus récente est verte, puis elle passe au violet, puis au rouge et enfin au brun. C'est parce que ces arbres contiennent une substance appelée chlorophylle qui rend l'écorce verte. À mesure que chaque bande d'écorce vieillit, elle perd de la chlorophylle et change lentement de couleur. Ah, la beauté de la nature tout autour de toi, l'air frais et des jours de repos et de méditation loin de la civilisation. Mais tu as marché pendant un certain temps pour arriver jusqu'ici et maintenant, il est temps d'installer ton campement. Les bois alentours sont denses et tu ne trouves pas d'endroit approprié pour monter ta tente. Puis tu vois une belle parcelle de verdure complètement dépourvue d'arbres et parsemée de quelques petits buissons. Tu y vas satisfait de ta trouvaille et tu commences à installer ta tente. Le sol est exceptionnellement meuble et lisse, mais cela ne te dérange pas trop. Tant mieux, les piquets rentrent dans le sol comme un couteau dans du beurre. Quand tu as fini, il fait déjà nuit, alors tu entres dans la tente et tu te glisses dans ton sac de couchage bien douillet. Tu te réveilles avec la sensation que quelque chose ne va pas. Tu te sens mouillé. Tu commences à te tortiller à l'intérieur de ton sac de couchage et oui, il est presque complètement trempé par en dessous. Tu te précipites hors de la tente aussi vite que possible et tu vois qu'elle commence à s'enfoncer dans le sol. Il s'avère que tu as installé ton campement sur un marécage. Et tu as eu de la chance. Les marécages ne sont pas toujours évidents. Parfois, tu ne les remarqueras même pas avant de plonger dans la boue et de te retrouver avec des ennuis jusqu'aux genoux. Sortir de là peut aussi être compliqué. La mousse et les racines créent une espèce de matelas souple qui te tire lentement vers le bas. Et lorsque tu essaies de lever les pieds, tu risques de te retrouver sans tes bottes. Il est assez facile de reconnaître un marécage forestier quand on sait ce qu'il faut chercher. Si tu te trouves dans un fourré dense et que tu vois une clairière luxuriante et ensoleillée où ne pousse que de la mousse et quelques petits buissons, il y a de fortes chances que ce soit un marécage. Tu peux également vérifier cela en marchant légèrement sur ce genre de terrain. S'il te semble élastique, mieux vaut ne pas t'en approcher. Bizarrement, une autre chose pour laquelle les marais peuvent s'avérer dangereux, c'est quand il y a un incendie de forêt. Si tu restes trop près d'un marécage et que tu allumes un feu de camp, celui-ci peut créer un départ d'incendie, surtout s'il y a beaucoup de vent. Les marais et les marécages sont remplis de goudron enfoui sous les couches d'eau et de mousse. Lorsqu'il commence à brûler, il est presque impossible de l'éteindre. Avant d'allumer un feu de camp, garde toujours une distance de sécurité par rapport à un marais. Une autre erreur courante lors de l'installation d'un campement dans la nature est de ne pas lever les yeux. Disons que tu as trouvé un terrain solide pour monter ta tente, que tu l'as débarrassé de tous les débris et pierres désagréables et que tu t'es assuré qu'il n'y a pas de fourmilière à proximité. Tu ne veux pas que quelque chose se glisse dans ton sac de couchage pendant la nuit, n'est-ce pas ? L'endroit que tu as choisi est parfait et l'arbre qui se trouve à côté de ta tente te protège du vent et de la pluie. Tu t'installes pour la nuit, tu éteins ta lampe de camping et soudain, ta tente se déforme comme si une bête sauvage t'avait attaqué. Déconcerté, tu sors en courant et tu vois qu'une énorme branche est tombée sur ta tente. Le pire, c'est que tu l'aurais vu venir si seulement tu avais levé les yeux avant de t'installer. Les branches à moitié cassées et pourries sont faciles à repérer et ce n'est jamais une bonne idée de mettre sa tente directement en dessous. Ce genre de choses peut se casser à tout moment et tu auras de la chance si elle ne déchire pas ta tente et te blesse gravement. Tu sais, crac! Des dizaines de touristes font cette erreur chaque année et la paient souvent très cher. Le fait de regarder vers le haut t'aidera aussi à t'assurer qu'il n'y a pas de nid de guêpe ou de toile d'araignée au-dessus de toi.
Ceci pourrait s'avérer encore pire qu'une branche, car les guêpes n'aiment pas être dérangées, et les araignées peuvent se révéler venimeuses. Maintenant, si tu vois une belle rivière et décides de bivouaquer sur ses rives, fais aussi attention à l'endroit exact où tu t'installes. Si tu restes trop près de l'eau, surtout au printemps ou en automne, il y a de fortes chances que tu te retrouves dans la flotte au milieu de la nuit. Vérifie toujours les prévisions météorologiques pour le jour et la nuit à venir. S'il risque de pleuvoir, il vaut mieux se tenir à l'écart de toute étendue d'eau, en particulier des rivières. La pluie pourrait faire monter le niveau de l'eau et inonder ses rives, emportant ainsi ton petit campement et tes vacances. Mais même si tu es loin de l'eau, la pluie pourrait gâcher tes vacances quand même. Disons que tu es à nouveau en plein cœur de la forêt et que la cime des arbres te protège des intempéries. Les précipitations arrivent toujours jusqu'au sol de la forêt, mais au moins tu ne souffres pas autant qu'en restant à ciel ouvert. La nuit suivante, lorsque tu installes ton campement dans un autre endroit, tu sens que le sol est mou et élastique. Cependant, ce n'est pas un marécage. La pluie de la dernière nuit a seulement rendu le sol spongieux. Si tu te retrouves dans un endroit pareil, il vaut mieux t'installer dans un endroit où le sol est plus dur. Le problème, c'est que les terrains lisses et meubles peuvent commencer à se désagréger sous tes pieds à n'importe quel moment. Ce mouvement n'est pas aussi dangereux que lorsque tu es dans un marécage, mais les piquets de ta tente peuvent se détacher et tu finiras par être enfoui sous tous les tissus de ta tente. Et si tu décides d'installer ton campement dans une belle vallée et que la pluie commence à tomber alors que tu es ici, eh bien, prépare-toi à faire un agréable voyage flottant. Toute l'eau va naturellement descendre et arriver dans ton abri, pour finalement se retrouver sous ta tente. Pas étonnant si tu te retrouves les pieds dans l'eau à ton réveil. Oh, quel magnifique endroit pour se reposer après une longue balade! Il est situé au sommet d'une colline, donc il n'y a pas d'eau à proximité, le soleil brille et il n'y a pas un seul arbre pour le bloquer. Prendre un bain de soleil ici va être fabuleux. C'est ce que tu peux penser pendant les premières heures. Mais quand tu resteras ici assez longtemps, tu comprendras l'erreur de ta décision. La lumière directe du soleil sur ta tente peut la chauffer en quelques heures en raison des matériaux dont elle est faite. Tu le sentiras sur ta peau dès que tu te glisseras dedans. Et disons que tu ne voudras pas t'attarder ici trop longtemps et qu'il vaudra mieux attendre la nuit pour que la tente ait refroidi. Même chose avec le vent. Dans un endroit ouvert, les rafales peuvent atteindre des vitesses incroyables. Et si tu n'as pas fait attention en enfonçant tes piquets, tu pourrais dire au revoir à ta tente plutôt que prévu. Il est préférable de trouver un endroit près d'un arbre qui te protégera à la fois du soleil et du vent. Cependant, ne t'avise pas de camper près d'un arbre isolé lorsque les prévisions météorologiques ne sont pas en ta faveur. Le beau temps ou la pluie sont acceptables, mais si un orage important se prépare, un arbre complètement isolé fera office de paratonnerre. Il n'est pas difficile d'imaginer ce qui pourrait arriver si la foudre frappait un arbre sous lequel tu campes. Tu pourrais bien recevoir une décharge. Si tu campes en hiver, le temps peut être encore plus traître. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de la lumière directe du soleil? Oublie cela. En hiver, il est préférable que le soleil brille sur ta tente. Le froid peut te porter préjudice, même si ta tente est super cool et coûte très cher. Et les vents sont généralement beaucoup plus violents pendant la saison froide. La lumière directe du soleil t'aidera à supporter une grande partie du froid. L'une des erreurs les plus courantes que font les randonneurs est d'allumer un feu de camp trop près de la tente. Encore une fois, le matériau de la tente conduit très bien la chaleur, et c'est une bonne chose quand tu veux te réchauffer, mais il s'enflamme aussi très facilement. Parfois, une étincelle suffit à réduire ton abri en cendres. Assure-toi qu'il y ait suffisamment de place entre ta tente et le feu de camp, et ne laisse jamais ton feu sans surveillance. Lorsque tu t'endors, la règle veut que tu éteignes le feu pour ne pas te réveiller avec un brasier ardent autour de toi. Les insectes peuvent gâcher n'importe quelle balade, même si elle est géniale. Les moustiques, les fourmis, les tiques et autres insectes nuisibles peuvent se frayer un chemin jusqu'à ta tente, où que tu sois. Alors assure-toi d'être protégé. Utilise des répulsifs pour la peau lorsque tu sors et place une spirale anti-moustique à côté de l'entrée de ta tente. Cependant, ne la place pas à l'intérieur ou trop près de celle-ci. L'odeur est irritante et elle peut aussi provoquer un incendie. Pour éviter la plus grande partie des moustiques, et surtout des tiques, essaie de te tenir à l'écart des lacs, des étangs et des forêts denses où peuvent se trouver des marécages. Les moustiques se reproduisent dans des eaux calmes, de sorte que les zones autour de ces bassins sont remplies de parasites ailés. Mais ils ont du mal à voler quand il y a du vent. Choisir un endroit ouvert est donc ta meilleure chance de t'en débarrasser. Ne les laisse pas t'embêter.